Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être venus. Donc, on va vous présenter la table ronde d'aujourd'hui. Je vais commencer par une petite rapide introduction. Je suis Clément Médé, donc je suis le coordinateur du programme France Mobilité. Je travaille à la DGITM. Donc, je vais vous présenter la démarche France Mobilité et son comité scientifique, dont une partie des membres sont ici présents pour la table ronde. Donc, France Mobilité a été lancée en 2018 par la ministre des Transports suite aux Assises des mobilités. C'est une communauté qui rassemble tous les acteurs de la mobilité au service de tous les territoires. Et son objectif est de développer des solutions concrètes, innovantes et opérationnelles dans tous les territoires, et en particulier les territoires ruraux et périurbains. Donc le dispositif de France Mobilité et sa communauté s'appuie sur une gouvernance renforcée avec un comité stratégique, un réseau de parlementaires et son comité scientifique. Son comité scientifique qui est présidé par Jean Codefy, ici présent, et ses membres, dont la Tech ITS, sont là pour apporter un éclairage à la démarche France Mobilité et à alimenter les réflexions sur la transition écologique des mobilités. Donc, depuis 2020, le comité scientifique s'est aussi intéressé aux conditions de développement de diverses solutions de mobilité, accompagnement en infrastructure, intégration dans les stratégies globales de mobilité, modalités de gouvernance et leur mise en œuvre dans en dehors des grands centres urbains denses. Donc c'est par exemple des projets de soutien à la mobilité active, en particulier le vélo à assistance électrique, ou encore des projets de covoiturage, des projets de car express. Il s'est aussi penché sur plusieurs problématiques et sujets comme la question des données dans la mobilité, les évolutions de comportement en matière de mobilité suite à la crise Covid, des déterminants non monétaires du déplacement, ou encore l'évolution des solutions de mobilité en termes de coûts d'évitement. Donc la table ronde qui nous réunit aujourd'hui est quant à elle consacrée à la décarbonation des mobilités. De nombreux outils, comme vous le savez, sont mis en place pour soutenir la transition écologique des mobilités, notamment en termes de politique publique. Mais le secteur doit encore produire d'importantes mutations pour que celui-ci puisse atteindre les objectifs fixés au niveau national et mondial en matière de réduction des gaz à effet de serre. Donc on va tenter d'explorer ces enjeux et de trouver des pistes de solutions avec nos différents intervenants. Donc je vais appeler d'abord Jean Codefy, qui est le directeur du programme Mobilité et Transition à la Tech ITS et président du conseil scientifique de France Mobilité. Jean, merci. La COP28 s'est achevée il y a un mois. On a l'impression qu'il y a deux points de vue, à la fois le verre à moitié vide et à moitié plein. Pour les mobilités, qui est le seul secteur dont les émissions ne baissent pas, comment faire en France pour aborder la question de la décarbonation des mobilités, puisque ici, au Congrès ATEC, on est le seul salon consacré au numérique des mobilités. Comment pensez-vous que le numérique puisse contribuer à la décarbonation des mobilités ? Oui, merci pour cette vaste question et bonjour à toutes et à tous. Je salue mes collègues qui vont bientôt me rejoindre du Conseil scientifique de France Mobilité. Donc pourquoi un conseil scientifique ? C'est effectivement, on a une profusion de solutions aujourd'hui et comment choisir, c'est quand même la question. Et puis on est dans un temps où sur des questions de mobilité, si vous voulez, alors c'est un peu moins vrai pour le fret, mais en tout cas pour la mobilité des personnes, ça concerne tout le monde a un avis sur la question, mais en fait c'est un peu plus compliqué que ça n'en a l'air et on raconte beaucoup de bêtises. Et puis surtout, je trouve qu'on fait beaucoup de morale en fait. Vous voyez, il y a les gens qui sont vertueux et il y a les autres. Et en fait, plus vous questionnez la science, plus vous faites de morale, parce que la morale, ça ne nécessite pas tellement de travailler en fait, ça nécessite que peu de compétences. Et nous, au Conseil scientifique, on aimerait remettre les faits d'abord, donc remettre les choses sur leurs pieds. Et donc, on ne va pas faire de la morale, on va d'abord parler beaucoup de chiffres, d'analyses, pour pouvoir trouver des solutions. Voilà, donc pour les jeunes qui nous écoutent ou qui sont présents, si vous voulez résoudre un peu les problèmes du monde, il faut de la compétence et pour être compétent, il faut travailler, quoi.
Voilà, tout simplement. Ça prend un peu de temps. Donc, faites pas comme Camille Etienne, faites pas de la morale, ça aura que peu d'impact sur la marge du monde. Alors, hier, je vous avais montré un triangle entre le carbone, l'équité et l'efficience, qui est vraiment l'équation à résoudre, puisqu'une société ne se résume pas qu'au carbone. Et la question de l'efficience, elle est super importante. C'est la question des biens communs. Je rajouterai la réindustrialisation, puisqu'on est quand même le seul pays de l'Union européenne à avoir perdu la moitié de notre industrie avec le Royaume-Uni, mais qui n'est plus dans l'Union européenne. Donc c'est un sujet majeur et constant, et on voit bien que c'est pas facile. Alors, les données, ça nous permet, on sait que les transports, c'est 30% des émissions de CO2, on sait que la voiture, c'est 16%, et les poids lourds plus les véhicules utilitaires, on est à 12%, grosso modo, des émissions. Et c'est le seul secteur dont les émissions ne baissent pas. Parce que les émissions baissent. Le PIB a augmenté de 60% depuis 1990, et les émissions ont baissé de 20%, et en empreinte, on a une baisse de 10%. Donc, les décroissants devraient quand même, là aussi, on parle des chiffres, quoi. Il faut revenir aux sources, aux faits. Voilà. Donc, désolé, on peut croître et faire décroître les émissions. Ça s'appelle la productivité, ça s'appelle l'efficience, notamment sur le plan du carbone. Et Pierre-Yves Péguy en parlerait bien mieux que moi. Alors, ce que permettent aussi les données, et ça c'est plutôt des données d'enquête, donc à la fois du CEREMA, de l'enquête mobilité des personnes, du CITEPA, et puis une thèse de Benoît Conti sur la mobilité entre aires urbaines, on voit que les 16% de la voiture, vous avez grosso modo 3 tiers, un tiers longue distance, un tiers sur les liens agglomération périurbain. Je vais vous montrer comment ça se décline. Et puis au sein du périurbain, vous êtes à 3%, et au sein des aires, c'est 2%. Donc vous voyez que les villes-centres, c'est 0,2% des émissions, c'est 80% des articles de journaux. Voilà. Donc le sujet, c'est plus du tout dans Paris, dans Lyon, etc. C'est sur les liens entre une ville et son périurbain. Voilà, alors les solutions pour répondre à ces différentes situations, elles sont assez diverses. La voiture électrique, un mix vélo plus transport en commun urbain, un mix voiture plus car ou train. Et la question, ça va être comment est-ce qu'on choisit entre ces différentes solutions. Mettez-vous à la place d'un élu. Donc ECOF va lui dire que c'est les champions du monde, Transdev va lui dire que les cars express c'est vraiment, il n'y a que ça, la SNCF va leur dire non, c'est les trains qu'il faut, et puis les lobbies et militants cyclistes vont leur dire le vélo va sauver la ville de la voiture. Comment on choisit? Alors soit on fait dans le mainstream, ce qu'on fait souvent, mainstream en termes de com, soit on a une approche un peu plus scientifique, et c'est celle qu'on va vous exposer. Donc je vous expose les grands principes, et je ne veux pas trop m'étendre parce que Pierre-Yves Péguy vous en dira bien plus. Donc on a 2 critères, la quantité d'émissions évitées et le coût de la tonne de CO2 évité. Et pourquoi je dis ça? Parce que les fonds publics, c'est ce qu'on appelle un bien commun, c'est une ressource publique rare. Ce qui est mis d'un côté ne sera pas mis de l'autre. Donc il faut allouer au mieux nos biens communs, et ce sont ces 2 critères. Vous avez 4 cadrans. Vous avez un premier cadran, vous avez des fortes quantités d'émissions évitées avec des coûts très faibles. C'est le TER des AOM vers les agglos, c'est-à-dire le TER après mise en concurrence, où c'est les AOM qui pilotent et pas l'opérateur, ce qui fait baisser les coûts. Vous avez vélo-voiture plus parc relais plus car express, vous avez les transports en commun urbains à forte fréquentation. Ça, c'est des trucs, on émet beaucoup à des coûts très bas, il faut absolument les privilégier. Vous avez un deuxième cadran où on émet beaucoup à des coûts très élevés, il faut faire passer du jaune au vert, et pour ça, par exemple, la mise en concurrence, l'Allemagne fait rouler 4 fois plus de trains pour un budget à peine 2 fois supérieur, 1,9 fois supérieur à celui de la France, c'est-à-dire que le coût du train kilomètre en Allemagne est 2 fois plus faible qu'en France. Donc mettez en concurrence la SNCF, et l'autorité publique reprend le contrôle en imposant son cahier des charges et en l'obtenant au meilleur prix. Ce qu'il faut éviter, les petites lignes TER diesel, c'est-à-dire que dès que vous êtes à moins de 40 passagers, vous émettez plus que 40 voitures, et on a des coûts prohibitifs. On est à plusieurs 10 000, voire 15 000, voire 20 000 euros par passager sur certaines lignes de fonds publics par an. Achetez-leur vite une voiture électrique. Et le covoiturage avec subvention par usager, là on est à des coûts tout à fait déraisonnables. Ce que j'appelle le pourquoi pas, c'est par exemple le vélo monomodal, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, plus des 3/4, près de 80% des kilomètres parcourus au quotidien sont le fait de trajets de plus de 10 km. C'est-à-dire 20 km par jour. Donc demander aux Français de faire 20 km par jour en moyenne ne me paraît pas
très réaliste. Voilà. Et en ayant fait 40 par jour pendant plusieurs années, je sais de quoi je parle. Donc, donc il faut plutôt penser le vélo en intermodalité, c'est là où il aura beaucoup d'impact, parce qu'il est intéressant, mais il a une portée limitée. Donc sur le véhicule électrique, le CGEDD nous dit que ça coûte 400 € la tonne, les subventions coûtent 400 € la tonne de CO2 évité. France Stratégie récemment réévalue ça à 600. La Norvège, ils sont à 1400. Le train en France, le PDG de la SNCF dit donnez-moi 100 milliards, je vous économise 100 millions. On est à 1000 € la tonne, mais c'est sans doute beaucoup plus compliqué que ça, suivant qu'on prend en compte l'infrastructure ou pas. Les cars express, les gains privés sont supérieurs aux coûts publics et quand ils sont très fréquentés, donc on est à des choses très intéressantes, à moins 90, moins 100 €. Le plan covoiturage de l'État est à 520 € la tonne pour 10 km. Voilà. Et la Covid décroissance, là c'est un petit clin d'œil d'Yves Crozet. Vous prenez en 2020 la baisse des émissions par rapport à la perte du PIB, vous êtes à 6500 € la tonne de CO2. Donc c'est non seulement socialement problématique, mais c'est en plus particulièrement inefficace. Voilà. Alors je vais vous, une fois qu'on a dit ça, je vais vous zoomer pour montrer comment les données numériques peuvent comprendre les territoires. Donc on a monté un projet avec Jacques Lévy de la chaire Coros et Transdev et l'association Transcité sur l'usage des données de téléphonie mobile pour comprendre les territoires. Donc on a des données sur 50 000 zones iris à 30 minutes ou à l'heure. On peut croiser avec les zones dénudées. On a les départements et la nationalité des portables, hein, pas des personnes, des portables. Et donc une zone iris, si vous voulez, c'est une zone de 2000 habitants. Donc à la campagne, c'est la commune. Et en ville, il y en a beaucoup. Par exemple, à Paris, vous avez 1000 zones iris. Donc on a une précision géographique qui est tout à fait intéressante. Et on a calculé un indicateur super simple qui est l'habitant année. C'est en fait, on compte des gens par pas de demi-heure. Donc c'est des données assez frustres, mais qui sont d'un potentiel d'usage qui est juste incroyable. Et donc on a un équivalent temps plein de présence dans un lieu et on peut comparer ça avec la population résidente. Donc on va distinguer, dans ce que je vais dire à la suite, l'habitat, l'habitant et le résident. Le résident, c'est le lieu de résidence, et l'habitant, c'est là où je passe mon temps, là où nous passons notre temps. Voilà. Et on a mis en place 4 chantiers: l'attractivité, les rythmes, les flux et les aires urbaines, puisque notre objectif, c'est de redéfinir les aires urbaines à partir de ces données-là. Voilà. Alors, premier point, vous avez à gauche la carte des résidents en densité. Donc vous voyez, on voit bien la diagonale du vide en blanc, là, ici. Je vais me lever, ça sera peut-être plus simple pour vous montrer ça. Donc ici, voilà, hop, viens ici, toi. Ah ouais, c'est l'autre sur la table. Ok, d'accord. Parce qu'il y en avait un qui avait tout hier. D'accord, merci. Laser. Voilà. Donc ici, vous avez la diagonale du vide, et vous voyez qu'ici, la diagonale du vide, ça c'est la carte avec les occupants. Comment les zones sont occupées. Vous voyez que la diagonale du vide, elle est beaucoup plus large, beaucoup plus importante. Et puis vous voyez qu'il y a des zones de montagne qui sont beaucoup plus occupées que ce que donnent les résidences. Et ici versus ici, donc on voit l'impact du tourisme. Voilà. Je vais vous montrer ça avec c'est la même carte à gauche, mais là je vous la montre, ce qu'on appelle un cartogramme, c'est-à-dire que la surface de la carte est proportionnelle au nombre d'habitants. Donc c'est pas une carte euclidienne, ce qu'on appelle un cartogramme, et donc vous voyez le poids des grandes villes, mais qui en fait est encore beaucoup plus important que ce que recense l'INSEE. Donc vous voyez évidemment le poids de Paris, le poids de Lyon, et puis vous voyez que la diagonale du vide, en fait elle est un peu partout, quoi. Elle n'est pas diagonale. C'est tous les espaces entre guillemets interstitiels où vous avez peu d'habitants. Voilà. Il y a un peu de résidents, mais encore moins d'habitants. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui passent leur temps ailleurs. Et vous voyez que les zones touristiques s'en sortent finalement pas si mal. Et on a des écarts de densité qui sont assez impressionnants. Donc on a des communes touristiques qui font x4 par rapport à leurs résidents. Donc Morzine, Val d'Isère et Saint-Tropez, pour les nommer. Mais Paris aussi. Paris, 2,2 millions de résidents, 3,7 millions d'habitants. 3,7 millions d'habitants. C'est pas loin du double. Bordeaux et Toulouse, c'est plus 130 000 habitants. En temps plein. En temps plein. Voilà. Lyon est un peu plus raisonnable, on est à 30 000. Donc on a des situations vraiment différentes, et ça c'est l'étonnement numéro 2. Donc là je vous ai mis à peu près la même carte, mais en aire urbaine, en distinguant. Donc l'aire urbaine, hein, c'est l'ensemble des communes dont au moins 40% des habitants travaillent dans le pôle central. Donc si vous voulez, au début du siècle, on faisait 4 km par jour, on en fait 40. Donc on avait
un imaginaire, le fermier dans sa ferme. On est passé avec le Fordisme à métro, boulot, dodo. Donc ça, c'est les aires urbaines, si vous voulez dire. On mesure l'attractivité d'une ville par rapport à son poids économique. Donc comment est-ce qu'elle attire des travailleurs, des salariés. Là, on est à autre chose, puisqu'on prend tout en compte et on mesure effectivement l'occupation. Alors regardez, c'est assez intéressant, je vais reprendre l'autre pointeur. Donc on a tendance à dire, dans un discours un peu normatif, en disant, ben voilà, le périurbain, c'est des pavillons au milieu des champs, sans aucun commerce, c'est des cités dortoirs et les gens vont bosser ailleurs, quoi. Il ne se passe rien. Ben non, en fait. Vous regardez Lyon, donc ici, quand vous êtes sur le ratio nombre d'habitants sur nombre de résidents, quand vous êtes à 1, c'est qu'il y a autant de résidents que d'habitants, on est en situation plutôt équilibrée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'échange. Mais voilà. Vous avez ici le Lyon, le périurbain, il est assez équilibré. Vous voyez que la première couronne de Lyon est un peu moins attractive et que la ville-centre est très attractive, puisqu'on est à peu près à 1,10 ici. Regardez Grenoble, je vais juste à côté. Périurbain ultra attractif. La ville-centre, pas du tout attractive. C'est la seule commune centre en France, dans une grande métropole, qui a moins d'habitants que de résidents. C'est aussi une des très rares qui perd des résidents en dynamique. Regardez Bordeaux, hyper attractif à la fois dans le périurbain et dans l'agglomération. Et puis regardez Rennes, on a un périurbain qui est plutôt pas attractif. Et je vais vous prendre 3 villes ici qui sont l'une à côté de l'autre. Quimper, très attractif. Lorient, dépressive. Et Vannes, excusez-moi, je force le trait, et Vannes, vous voyez que la ville-centre est très attractive et qu'on est à peu près équilibré dans le périurbain. Elles sont juste à côté l'une de l'autre. Donc, si vous voulez, on a des situations extrêmement différentes. Attention aux généralisations abusives qui conduisent souvent à des erreurs. Alors ça, je vous ai mis ici la France du temps libre et du travail. Donc, c'est pas pour dire qu'en vert, vous avez les maxima, en fait, qui sont plutôt des jours ouvrés de novembre, et en rouge vous avez des maxima qui sont plutôt des jours ouvrés du mois d'août, voire des week-ends. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a la France qui bosse et la France qui fout rien, c'est plutôt de dire que comme on bouge, on fait tous beaucoup de kilomètres, et suivant les temporalités, on passe notre temps ailleurs, on bouge beaucoup. Donc vous voyez très très bien, faut que je reprenne l'autre. Donc vous voyez très très bien sur le cartogramme, je vais prendre que le cartogramme parce que je trouve que c'est plus intéressant, vous voyez la Seine ici, voilà. La Seine est très occupée, c'est des iris où il n'y a personne d'habitude, par contre très occupée les week-ends et les jours de semaine du mois d'août. Voilà. Donc on voit très très bien la Seine ici, et vous voyez donc effectivement le poids des villes qui est très en vert, parce que le maxima se situe effectivement les jours ouvrés du mois de novembre, sans doute avec une attractivité à la fois touristique et économique qui est importante. Et puis je reprends mes 3 villes, vous vous rendez compte que Quimper a une tache verte qui est beaucoup plus importante que Lorient, ceci expliquant sans doute cela aussi. Donc on peut faire aussi des analyses un peu plus poussées pour expliquer pourquoi c'est comme ça. Et là aussi, on a des situations différentes. Vous voyez Bordeaux, là-bas à gauche, on voit le poids du tourisme dans le périurbain de Bordeaux par rapport à la ville-centre, qui est quand même plutôt un maximum les jours ouvrés de novembre. Donc voilà. Alors, vous avez ici les flux INSEE domicile-travail, Bordeaux à gauche, et puis ici vous avez les flux constatés un jour ouvré de novembre 2022. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de trous dans la raquette en fait dans l'INSEE. C'est normal, ils considèrent que les flux domicile-travail, et sans doute que les méthodes d'enquête induisent aussi des erreurs. Donc on peut avoir des choses beaucoup, beaucoup plus précises. J'aurais adoré avoir ça il y a 15 ans. Je peux vous dire que les politiques de mobilité auraient été construites autrement. Mais là, on a une vraie rupture avec ces données-là et leur travail. Alors, on a fait une analyse assez simple. Les 53 plus grosses aires urbaines de France, on a regardé la plus petite étant Saint-Brieuc. Saint-Brieuc, donc vous voyez, juste pour vous situer la table, qui fait 200 000 habitants, l'aire urbaine. Hors Paris, on a regardé le nombre de personnes qui faisaient la navette entre le périurbain, enfin ceux qui habitent dans le périurbain et qui travaillent sur l'agglomération, que ce soit la ville-centre ou la première couronne, et on a regardé le nombre de places disponibles dans le système TER. Vous avez 1,8 million de places disponibles, et vous avez 10 millions de personnes qui habitent dans le périurbain et qui, chaque jour, ouvrez, se rendent dans les agglomérations. Donc on a un écart de 1 à 5, globalement, 1 à 5 entre l'offre et la demande. Donc il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des millions de voitures qui rentrent chaque jour dans les agglomérations en France, parce qu'on a un système TER qui est complètement à la ramasse. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et sur ces écarts à 1 à 5, vous avez des villes où c'est à 2 et d'autres où c'est à 20. À 20.
Voilà, Toulouse, Bordeaux, Perpignan, je crois que c'est le record de France. Donc des flux très importants avec une offre complètement indigente. Donc on a quand même un sacré retard à rattraper, mais là on peut le mesurer, le chiffrer, le quantifier et même l'analyser très très localement pour voir comment ça se passe, j'en dirai pas plus. Alors, ça conduit à quoi aussi tout ça? Vous avez ici la taille des ménages, donc ça c'est des données INSEE, la taille des ménages sur l'agglomération de Lyon. Donc vous voyez que le centre-ville c'est 1 à 2 personnes. Et toutes les familles sont parties à l'extérieur. C'est Paris, je pourrais vous montrer toutes les grandes agglos de France, c'est pareil. La crise du logement, c'est aussi ça. Quand on ne permet plus à des jeunes, et je pense aussi la baisse de la natalité, quand on ne permet plus à des jeunes simplement de se loger en ville, ils partent à l'extérieur, et ça quand même, c'est des fortes contraintes sur la constitution d'une famille. Voilà. D'ailleurs, vous avez ce chiffre dans le Financial Times qui montre qu'au Royaume-Uni et aux USA, en fait, les jeunes qui habitent chez leurs parents par rapport à ce qu'ils vivent de manière indépendante, les proportions se sont inversées, en fait. Entre 80 et 2020, on était à 50% en 80 qui vivaient de manière indépendante. Aujourd'hui, on est à 20%. Ce n'est pas un phénomène Tanguy, c'est aussi, je pense, le résultat d'une crise du logement. Beaucoup de jeunes sont aujourd'hui en colocation très tard, parce que on a fait x3, x4 sur les logements, et les salaires, évidemment, n'ont pas suivi, donc c'est quand même un sujet. Voilà. Donc, ceci pour conclure. Les mobilités, ce n'est pas une nuisance, c'est une capacité. Voilà. Il ne faudra pas moins de mobilité pour un paquet de gens, il faudra sans doute plus de mobilité pour pouvoir aller chercher plus loin ce qu'on ne peut pas trouver plus près, un job ou un logement. Voilà. Donc, tous les modèles qu'on avait avant sont un petit peu dépassés. C'est pour ça que l'INSEE est extrêmement intéressé par ce travail, je peux vous dire, puisque là, on ne regarde pas uniquement le domicile-travail, mais on regarde tous les motifs. On a quand même un vrai sujet, c'est-à-dire que quand vous faisiez 4 km par jour, et qu'aujourd'hui on a fait 40 km, et que la taille des communes en 1900 est la même que celle de 2022, le diamètre d'une commune aujourd'hui c'est 4,4 km, on a une déconnexion complète entre le bassin de vie, là où j'habite, là où je travaille, et le périmètre électoral. Et c'est ça le vrai problème de la réforme territoriale française qui s'annonce, et qui, je pense, il ne faut pas laisser entre les seules mains des élus locaux, puisqu'ils vont faire leur arrangement entre eux, mais on a quand même un sacré souci du nombre de communes. Voilà. Donc, ça favorise quoi? Ça favorise les politiques malthusiennes de logement. Plus vous êtes sur un périmètre petit, moins vous construisez, puisque plus les voisins ne veulent pas de construction. Les maires bâtisseurs ne sont pas maires longtemps, ils ne sont pas réélus. Ça impacte la démographie, ça renforce l'économie de la rente. Vous créez de la rente artificiellement sur la valeur des logements, des biens, des maisons. Voilà, on commence à avoir des villages qui sont des clubs, en fait, des clubs privés. Ça, c'est quand même un problème. Ça favorise l'usage de la voiture et ça favorise la non-mixité sociale. On a des politiques de moins en moins universelles et de plus en plus socialement ciblées. On appelle ça de l'électoralisme ou du clientélisme, mais c'est quand même très lié à la taille de nos communes qui sont beaucoup trop petites. Voilà. L'émiettement urbain versus l'urbanisation autour des axes de transport public et des politiques de mobilité incohérentes puisqu'on n'est pas du tout à la bonne échelle. Voilà, donc demain, ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'on évolue vers une gouvernance à l'échelle des aires urbaines. J'ai terminé. Merci beaucoup, Jean. Du coup, on vient de voir, grâce à cette présentation, qu'il faut axer du coup la réflexion sur la préservation des biens communs pour faire baisser les émissions de GES. Concrètement, en particulier pour le bien commun que sont les fonds publics. Comment cela se traduit-il pour un économiste des transports? Du coup, je vais appeler ici à la table ronde Pierre-Yves Péguy, directeur du LAET. Merci. Donc la question qu'on peut vous poser, c'est quels sont les travaux menés par le LAET sur ces sujets dans le cadre du comité scientifique France Mobilité? Quelles seraient vos recommandations concrètes en matière de politique publique de décarbonation des mobilités, en particulier coût d'évitement, quantité de CO2 évitée? Merci en tout cas pour ces questions. Merci à vous et bonjour à vous tous et à vous toutes. Alors, hop. Oui, on va passer à la suivante. Elle devrait être la 2. Ça va arriver. Parfait. Merci à vous. Donc, quelques éléments. Donc, travaux qui sont engagés au sein du laboratoire sur des dimensions de mesures économiques des coûts liés à la décarbonation. C'est un peu l'objectif qu'on s'est donné. J'ai présenté des éléments provisoires
dans la mesure où ces travaux ont commencé. Et puis je vais essayer effectivement aussi d'insister sur leur originalité, de voir en quoi ils se singularisent par rapport à d'autres travaux qui sont menés, notamment je pense à France Stratégie. Alors je rappelle quelques éléments, d'abord sur cette recherche qui est menée conjointement avec mes collègues effectivement du LED, Pierre Leviot et Nicolas Oftrach. L'objectif est véritablement de mesurer ce que Jean Koldefy évoquait tout à l'heure, les questions des coûts d'abattement ou des coûts d'évitement. C'est pas une notion qui est complètement nouvelle dans la littérature économique. J'ai cité quelques noms, effectivement, ou quelques organismes qui ont travaillé sur ces questions-là. Je pense notamment à notre prix Nobel d'économie, qui, Nordos, effectivement, avait déjà très largement investi cette question-là à l'échelle mondiale. Bon, on voit ce que signifiaient les tonnes de carbone économisées rapportées à des coûts, rapportées à des dimensions de coûts d'exploitation, de coûts d'investissement qu'on pouvait réaliser et d'arriver à le mesurer. Il ne travaille pas sur l'échelle de la mobilité, il le travaillait à l'échelle effectivement très large de ce point de vue-là. On a eu d'autres travaux qui ont été engagés, mais qui ont la particularité d'être à une échelle macro. Une échelle macro, c'est-à-dire à l'échelle de territoire, comme la France, ou à l'échelle effectivement du territoire, c'était le cas pour Nordos, à l'échelle mondiale. Alors pour nous, l'objectif est double. C'est d'évaluer bien sûr ces coûts d'évitement, mais pour arriver à ça, il y a deux étapes importantes effectivement à engager. Il y a celle de l'évaluation des émissions de CO2 ou équivalent de CO2 qu'on peut avoir, selon les modes de transport, ce qui n'est pas immédiat. Et puis il y a une deuxième dimension qui n'est pas très simple aussi, mais qui est surmontable, c'est la question des coûts d'investissement, des coûts d'exploitation de chacun des modes. Et un des éléments d'originalité, c'est de travailler sur les territoires. C'est de se dire, je ne prends pas les valeurs moyennes du parc national des véhicules en France. Je vais regarder ce qu'il en est sur des échelles communales ou, effectivement, les EPCI, de travailler sur des échelles plus fines que celles qu'on peut avoir à l'échelle nationale. Et ça, c'est l'intérêt, et de regarder justement aussi par rapport à des niveaux de remplissage, par rapport à des niveaux de distance parcourue par les individus, par les ménages. Donc, le choix qu'on a fait, c'est de travailler sur l'aire d'attraction de la ville de Lyon, en y ajoutant, vous allez voir effectivement ce que ça signifie, en y ajoutant, je vais revenir là-dessus, en y ajoutant effectivement toute la partie de Saint-Étienne. Toute la zone effectivement de Saint-Étienne a été rajoutée. Ce qui nous fait un espace de quasiment 650 communes. Vous voyez, donc on est là aussi, comme le disait tout à l'heure Jean Koldefy, non pas sur la commune centre, non pas simplement sur la métropole de Lyon, mais sur un espace qui correspond à l'espace de vie, même si on travaille encore sur des résidents et pas des habitants en tant que tels. On est encore sur cette dimension de définition, mais on regarde quand même la question de la mobilité à travers ce prisme-là, et c'est ce qu'on propose effectivement sur cette dimension d'analyse sur les coûts d'évitement. Et puis, élément qu'on souhaite aussi mener, et on vous allez en voir quelques résultats, c'est qu'on essaie de combiner l'ensemble des modes de transport dans leur finesse. Pas simplement de dire on raisonne sur le TER, mais en fonction des lignes TER qu'il peut y avoir, qu'est-ce qu'il en est selon le mode de motorisation, ce qu'on peut avoir, selon le temps de remplissage, selon effectivement les dimensions d'autocar qu'on peut avoir quand on fait des liaisons, quelles sont-elles de ce point de vue-là. Et puis pour les transports collectifs, de le décliner par type de mode de transport collectif et pas d'en rester à des moyennes, là aussi, sur notre espace. Alors, quelques éléments effectivement ici pour rappeler ce qu'il en était. France Stratégie fixe des valeurs tutélaires. Ça, c'est tiré effectivement de deux éléments-là. Vous connaissez peut-être Alain Quinet qui a travaillé sur ces questions pour l'ex-commissaire Jacques Duplan, qui fixe des valeurs tutélaires. C'est-à-dire que l'État se donne une valeur en se disant, par rapport à ça, il faut qu'on ait une valorisation de la tonne de carbone économisée ici. Et vous avez des valeurs qui sont données effectivement, mentionnées sur mon graphique. Et puis, dans le travail de France Stratégie, il était positionné différentes solutions de mobilité globale, on travaille bien sur des moyennes à ce niveau-là pour l'instant, et de voir effectivement ce que ça signifie. Et vous voyez que lorsqu'on est au-dessus des valeurs tutélaires, si je prends l'exemple qui est ici, si je prends des voitures, effectivement des moteurs à hydrogène, voilà, la valeur tutélaire c'est effectivement 250 € la tonne de carbone économisée, et je vois qu'aujourd'hui, compte tenu des coûts de développement qu'on peut avoir, et on peut le placer dans une dynamique, mais pour l'instant en l'état, on voit qu'on est au-dessus des valeurs tutélaires. Si je prends des véhicules à moteur hybride, on se rend compte que des valeurs tutélaires plus tardives qu'on peut avoir, on a des valeurs effectivement de 500 €, et compte tenu des valeurs qu'on pourrait avoir avec ces développements de véhicules de moteur hybride, on serait à des coûts effectivement globaux, nationaux, à des niveaux moindres. Vous avez compris que si l'État se donne ces valeurs tutélaires, c'est aussi pour aider la décision publique. Ce qu'évoquait Jean Koldefy tout à l'heure, c'est la prise de décision qui compte. Et c'est notamment de rechercher quelque part une dimension d'efficience, de se dire par rapport à ces valeurs de référence, est-ce qu'on est capable de trouver des solutions dans les comportements, dans les technologies qui nous permettent justement d'économiser du carbone à des prix plus faibles ou équivalentes aux valeurs tutélaires. Là est l'enjeu quand même. Là est l'enjeu. Il est préférable d'être en dessous, effectivement, d'ici, que d'être sur les parties supérieures. Supérieure signifierait qu'on met plus de ressources que ce que l'État, à travers France Stratégie, considère comme une valeur de référence.
Alors ça, c'est le cadrage général. Et je le disais dans mon propos préliminaire, eh bien, l'objectif, c'est de passer de ce cadrage France en tant que tel, sur la France entière, de voir ce qu'il en est sur les espaces, et notamment l'espace d'air d'attraction des villes, et notamment de la ville de Lyon. Petite difficulté qui n'est pas simple, je le mentionne, on est sur cette dimension-là. Les émissions, on peut les apprécier sur différentes échelles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des opérateurs qui envisagent des échelles, effectivement, les scopes qui sont à des échelles 1 ou 2, et puis il y a des analyses qui sont plus vastes, qui sont plus conséquentes sur les émissions et qui envisagent au-delà des dimensions 1, 2 ou 3, c'est-à-dire l'amont et l'aval par rapport à la production d'un bien, ce que ça signifie, et puis on peut même envisager des dimensions d'analyse en cycle de vie. Ce qui n'est pas très simple aujourd'hui parce que de ce point de vue-là, quand on regarde ce qui est produit par certains opérateurs, certains vont raisonner sur un scope 1 et 2, d'autres vont raisonner sur un scope 1, 2, 3 et tendent même à des analyses en cycle de vie. Ça, c'est une petite difficulté méthodologique qu'on essaie de surmonter. Dans le cas de Lyon, on part des réseaux. J'ai pris ici le réseau ferroviaire. Et ce réseau ferroviaire se caractérise par des gares, il se caractérise par des tracés, il se caractérise par des modes de transport utilisés. Le réseau ferroviaire, il est effectivement pensionné, mais il y a aussi tout un réseau d'autocars. Je parle de liaison interurbaine ici. Et de ce point de vue-là, le partenariat qui a été établi avec la région Auvergne-Rhône-Alpes par rapport à ça, avec la direction générale TER, nous a permis d'accéder à des données effectivement plus fines sur chacun de notre espace et de voir ce qu'il en était par ligne. Alors je ne peux pas vous les présenter par ligne, puisqu'on s'est engagé en termes de confidentialité à ne pas diffuser des données à l'échelle des lignes, mais de voir ce qu'il en est sur effectivement des macro-zones du territoire. Alors c'est ce qu'on a essayé de faire effectivement sur notre espace ici, de représenter ce qu'il en était sur différents secteurs et de donner des valeurs moyennes. On verra comment est-ce qu'on pourrait diffuser, ça une fois qu'on aura ces éléments-là, mais de voir effectivement ce que signifie sur différents modes de transport. J'ai entouré en rouge un indicateur important, c'est l'expression en voyage kilomètre. C'est l'expression en voyageur kilomètre, en tonnes effectivement, et en grammes de CO2 par voyageur kilomètre effectivement concerné. Les données, j'insiste effectivement côté SNCF, sont des données qui intègrent effectivement les taux de remplissage des véhicules. Là aussi un élément important à bien regarder pour quand on fait des comparaisons, de s'assurer qu'on est comparable sur les hypothèses de remplissage. Est-ce qu'on est sur les hypothèses de véhicules à 1,1, 1,2, 1,3 ou beaucoup moins? Et ce que je dis là pour des véhicules, on peut le retrouver très largement pour les déplacements en transport collectif. Quels sont les taux de remplissage qu'on a dans nos lignes de tramway, dans nos lignes de métro, dans nos lignes de bus, en heure de pointe ou en heure creuse, mais en tout cas de regarder ces dimensions-là. On a fait le même exercice du côté de la voiture particulière. C'est que là, on a couplé deux dimensions intéressantes. C'est qu'on se dit aujourd'hui, il y a des parcs de véhicules qui ne sont pas les mêmes selon les communes. Tout le monde n'a pas effectivement des véhicules électriques. Et puis, il y a des véhicules des niveaux 1, 2 ou 3 ou 4, voire 5, de ce point de vue-là. Et de regarder précisément ce qu'il en est sur la base MobPro, c'est-à-dire en termes de déplacement domicile-travail. On en revient à l'INSEE. Alors, Jean Coldefil, tout à l'heure, disait l'INSEE peut être un peu dépassé, ou en tout cas, regarde ce qui se passe à travers les données téléphoniques, mais c'est vrai qu'on a encore des informations intéressantes sur des flux un peu réguliers, un peu structurants, même si on sait que le domicile de travail ne représente qu'un déplacement sur 3 en termes de motifs, ça reste un déplacement structurant. Il y a d'autres motifs qui président à la mobilité, mais cela reste particulièrement structurant sur lieu de résidence et lieu de travail. C'est effectivement quelque chose de significatif de ce point de vue-là. Alors vous le voyez, sur notre périmètre, on a essayé de regarder ce qu'il en était en termes, encore une fois, de ces flux. Vous avez ici mentionné donc, ce que ça représente en termes de part d'actifs en milliers, tel que c'est représenté, vous avez ici. J'en donne quelques illustrations. Donc vous avez Lyon-Villeurbanne qui est ici, ça vous donne le flux effectivement qu'on va avoir. Ensuite, on va avoir, vous voyez, tous ceux qui sont en dehors de la métropole de Lyon, qui est figuré sur la partie un peu foncée que vous avez sur notre carte. Ici, ça c'est vraiment la métropole au sens de PCI. On est sur un périmètre plus large. On a fait un zoom de ce point de vue-là. Et vous avez donc les flux entrants et les flux sortants. Les 440 000 effectivement actifs qu'on a par jour, effectivement, ils font des déplacements de couronne à couronne et ils sont en dehors du périmètre de la métropole de Lyon. Une fois qu'on a cette dimension d'analyse des flux, eh bien on avance un peu, effectivement, on regarde les émissions. Et compte tenu, là je le répète, c'est l'élément un peu singulier, non pas de valeur moyenne sur l'échelle de la métropole, mais de chacun effectivement des déplacements avec le parc de véhicules qu'on peut avoir, le parc de véhicules à l'échelle communale. Et donc ça nous donne effectivement un niveau d'émission, là est aussi exprimé effectivement pour chacun des espaces concernés. Je vous invite à regarder notamment des choses sur la faiblesse, la relative faiblesse des émissions qu'on peut avoir dans la partie centrale. Vous voyez le chiffre, 127 effectivement tonnes par jour ici sur la partie centrale. Et puis vous avez effectivement un rapport un peu significatif de l'autre côté, c'est qu'on est à 1600 tonnes, 1625 tonnes émises sur les déplacements qui ne sont pas les déplacements centraux.
qui sont des déplacements effectivement qui interviennent en périphérie, sur des espaces pour lesquels, vous l'avez compris, les parcs de véhicules ne sont pas forcément les plus récents, avec des véhicules qui sont en catégorie 3, catégorie 4, catégorie 5. Donc des véhicules anciens qui émettent énormément et qui font des distances longues, et donc qui contribuent très fortement. Jean Koldefy parlait tout à l'heure de la question de la politique des transports ou de la politique de la gestion des mobilités. C'est vrai que les opérateurs sont interpellés par ces questions-là. On a une politique très favorable dans la partie centrale de la ville. On a aujourd'hui des transports collectifs tout à fait efficients, avec des taux de remplissage conséquents dans les métros, dans les tramways, dans les bus. Mais c'est vrai que dès lors qu'on s'éloigne effectivement de ce point de vue-là, on se rend compte, et même quand on sort au-delà du périmètre de la métropole de Lyon, si je prends l'exemple ici, eh bien c'est vrai qu'on a des flux assez conséquents en termes de distance, de volume et associés d'émissions, pour lesquels l'offre de transport collectif, je ne vais pas dire est absente, mais pas complètement adapté par rapport au niveau effectivement que ça représente en termes de volumétrie. Et quand on fait les rapports, eh bien effectivement, voilà ce que ça signifie. Regardez ce qui signifie. Donc ça représente pour chacun d'entre eux la part des actifs concernés. Regardez toujours sur les espaces périphériques, je fais un peu un focus autour de ça par rapport à la partie centrale. Donc c'est 3,7% effectivement des actifs, c'est 19% pardon, des flux qui sont concernés ici, 41% sur les parties périphériques. Et en termes d'émissions, regardez la part des émissions, ça n'est que 3% des émissions, contre quasiment 47% ici. Et je n'ai pas fait le détail de ce qui sort de la métropole. Tout l'ensemble des flèches ici traduisent effectivement cette relation entre métropole et reste effectivement notre espace d'aire d'attraction des villes. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, la question effectivement de l'adaptation de nos politiques de transport est une vraie question qui se pose, compte tenu effectivement de ce qu'on observe en termes, encore une fois, d'émissions par rapport au niveau des actifs qu'on peut avoir. Alors on a fait ce travail-là, on a poursuivi, c'est-à-dire qu'on essaie de se dire maintenant, mais compte tenu des coûts d'exploitation des véhicules, c'est ce qu'on essaie de retracer, on essaie effectivement de reconstruire les séries selon le type de matériel. Les hypothèses ne sont pas toujours très faciles, compte tenu justement d'une dimension de maturité qui n'est pas encore atteinte pour un certain nombre de véhicules. D'évolution de la réglementation assez conséquente aussi, de ce point de vue-là, tout n'est pas stabilisé en termes d'échéance, et de voir ce que ça signifie effectivement en termes d'émissions évitées en grammes effectivement mesurées par rapport à un véhicule thermique. On a donc effectivement fait ce travail-là pour intégrer cette dimension. Et puis pour avancer encore un peu plus, eh bien, c'est de se dire, de ce point de vue-là, est-ce qu'on est capable aujourd'hui, j'ai pris l'exemple ici pour terminer sur les transports collectifs dans le cas de Lyon pour différentes lignes de bus, donc on sait effectivement le type de matériel pour chacune de ces lignes qui sont ici mentionnées, et puis de faire selon les hypothèses effectivement de type de matériel et de type de carburant utilisé. Qu'est-ce que ça signifie? C'est les colonnes qui sont mentionnées, vous le voyez, coût d'évitement effectivement à la tonne. Elles ne sont pas rapportées pour l'instant aux voyageurs, parce qu'on travaille sur les hypothèses de remplissage avec les données de comptage et les données billettiques et les données de comptage qui sont réalisées par les capteurs dans les transports collectifs. Et vous voyez effectivement ce que ça peut signifier si on prend les lignes C1, certains connaissent peut-être le réseau à Lyon, c'est les lignes Crystalis qui sont mentionnées. Voilà ce que signifie pour un véhicule, voilà, pour une tonne en tant que telle évitée, par véhicule, ce que ça peut représenter. Voilà. Vous avez effectivement une illustration de ce que ça peut être effectivement sur le type de matériel. Et on voit que de ce point de vue-là, les valeurs qu'on a en termes de coût d'évitement varient assez sensiblement. Regardez effectivement ce que signifie pour un carburant HVO, regardez pour un véhicule électrique, et puis regardez, compte tenu de la maturité sur les véhicules hydrogène, regardez ce que ça peut signifier effectivement ici pour chacune des lignes. Voilà. Donc ce travail-là, il n'est pas fini, loin s'en faut, mais c'est vrai qu'il va constituer une très bonne boussole pour effectivement l'action publique. Si l'action publique, c'est de remplir des transports collectifs, c'est d'actionner un levier sur le report modal à travers ça, c'est pas exclusif. Il y a peut-être d'autres modes de transport qui seront aussi concernés. Et Cov est dans la salle, peut-être que ça sera aussi du covoiturage sur certains espaces, de voir effectivement ce que ça signifie. Et puis effectivement, ramener ça quand même à la question des tonnes de carbone économisées et de calculer nos coûts d'évitement. C'est ce qu'on a effectivement comme ambition. C'est ce qu'on fait effectivement ici à l'échelle fine pour un certain nombre de territoires, et notamment le territoire de l'aire d'attraction de la ville de Lyon. Et puis, dernier élément qui interviendra, ça sera peut-être l'occasion d'une présentation future, c'est effectivement l'ART, l'autorité de régulation des transports, nous a dit ce que vous faites effectivement est très intéressant sur l'espace métropolitain lyonnais, on l'a représenté, mais ils nous disent est-ce qu'on est capable de le faire sur les lignes TER? Lignes TER à la fois ferroviaires et effectivement les lignes des autocars régionaux. Est-ce qu'on serait capable, compte tenu des émissions, du type de matériel qu'on peut avoir, des émissions associées, est-ce qu'on serait capable de calculer ça sur les 678 lignes de transport express régional en France, pas simplement sur Lyon, et c'est effectivement cette démarche qui est aussi entreprise au sein du laboratoire. Voilà. Merci à vous en tout cas pour ces éléments et d'attention que vous avez manifestés.
Merci beaucoup Pierre-Yves. On va passer maintenant à un sujet un peu différent, qui est celui du fret et de la logistique, et comment agir dans ce secteur sur la décarbonation des mobilités, entre différentes actions sur l'électrification, sur les infrastructures, sur les espaces. Donc maintenant j'invite Laetitia Dablan, directeur de recherche à l'université Gustave Eiffel, de nous parler de ce sujet. Donc quel est votre regard? Quelles solutions seraient les plus efficientes et les plus faciles à mettre en œuvre? Et quelles sont vos recommandations? Merci Clément. On va mettre le diaporama 3. Donc, je fais des recherches à l'université Gustave Eiffel. Nous avons une équipe qui s'appelle HR Logistics City. On fait beaucoup d'analyses des politiques publiques. Donc, je vais me concentrer là-dessus aujourd'hui, mais je vais vous faire un petit panorama des émissions et des problématiques de décarbonation. Un tout petit peu de chiffres, moins que mes collègues économistes, mais un petit récapitulatif. Et ensuite, on passera aux solutions, aux tentatives de solutions sur le fret. Donc on va appeler ça les perspectives, hein, mais on va commencer tout de suite par un constat qui est qu'il y a une augmentation des tonnes kilomètres et des distances parcourues, et la tendance se confirme, hein. Il y a une certaine stabilisation depuis quelques années en termes de distances parcourues au total. On peut intégrer soit des véhicules kilomètres, soit des tonnes kilomètres, on arrive à peu près pareil, et tout simplement parce que le constat il est simple, c'est que les chaînes logistiques sont mondiales et elles le restent. Donc il y a des nouveaux mots, des nouveaux concepts qui ont fait penser qu'on allait peut-être se rapprocher on allait réduire un peu les distances. Parce qu'on allait sourcer les matières premières, les pièces intermédiaires, les produits qu'on consomme un peu plus près de chez nous, notamment parce qu'il faut dérisquer les chaînes d'approvisionnement, parce qu'il faut se rapprocher en termes de résilience, hein, des chaînes de production. Il faut se rapprocher de nos centres de production de consommation. Or, on est plutôt sur un schéma de ce qu'on appelle le China plus one. Alors, c'est très schématiquement, ça veut tout simplement dire qu'on continue à sourcer très loin nos produits, à les faire fabriquer loin, par exemple en Chine, mais on le fait également avec un deuxième pays. Pour être plus sûr, si jamais il y a des problèmes avec un pays, on aura un deuxième pays pour se rassurer sur la résilience, la sécurité des chaînes d'approvisionnement. Et tout ceci fait plutôt qu'on aura un petit peu plus encore de tonnes kilomètres parcourus pour le système d'approvisionnement de demain. On a aussi le e-commerce transfrontalier qui augmente beaucoup. C'est-à-dire que les sites internet aujourd'hui proposent des marchandises qui sont au moment où on les commande, qui peuvent être encore loin, ou bien qui sont dans nos entrepôts, en Europe par exemple, mais qui sont venus de loin, et notamment un peu plus en avion pour le e-commerce que le commerce en magasin. Il y a une petite tendance statistique à utiliser davantage l'avion pour approvisionner les gros entrepôts du e-commerce. Toutes ces choses font qu'on est à peu près à 10% des émissions de gaz à effet de serre pour fret et logistique. Alors là, c'est un scope 3. Mais c'est un scope 1, mais comme il est totalement international, on prend l'ensemble des transports internationaux et locaux, on arrive à un scope 3, mais on n'a pas l'analyse en cycle de vie. Là. Donc on n'intègre pas ce qu'il faut pour les matières qu'il faut pour construire un poids lourd ou bien pour construire un entrepôt. Donc c'est plus les consommations énergétiques des entrepôts et les consommations énergétiques de l'ensemble des circulations. Mais on a bien l'avion, le bateau, les trains et les camions, bien évidemment, surtout les camions et les avions, pour arriver à ce chiffre. Donc voilà, ce n'est pas un constat extrêmement positif en termes de décroissance des distances. Donc la question de la décarbonation, c'est, compte tenu de ce contexte qui se confirme, de continuation des croissances de distance, comment on décarbone tout ça. Sur l'urbain également, je voulais vous montrer cette diapo qui me paraissait intéressante parce qu'on voit des nouveaux schémas avec des entrepôts, des gros entrepôts, hein, comme vous voyez sur les photos, des entrepôts qui sont en ville. C'est un petit phénomène, mais qui se confirme. C'est une niche
d'immobilier logistique, mais qui se confirme. Donc repositionner un peu en centrale des gros entrepôts, ça permet de massifier les flux, et au total, ça permet de diminuer les distances qui concernent les villes, qui concernent les agglomérations. Et en sortie de ces entrepôts, on a des modes décarbonés, on a pas mal de petits camions ou de camionnettes électriques notamment. Ça, c'est vraiment un coup parti, on aura de plus en plus de ces petits camions à batterie, mais ça, c'est l'aval de ces gros nouveaux bâtiments. En amont, vous voyez, c'est ceux que j'ai entourés en rouge, on a plutôt des approvisionnements routiers et on a plutôt des très gros poids lourds. Donc là, dans ces villes où on avait plutôt des camionnettes qui arrivaient de banlieue, on a aujourd'hui des camions qui arrivent jusqu'au bout dans ces entrepôts, et donc on a l'apparition de nouveaux poids lourds en quelque sorte au centre des villes. Alors c'est bien pour les véhicules kilomètres et les tonnes kilomètres au total. C'est moins bien en local parce que ce sont des villes, des milieux denses qui voient apparaître des camions là où il n'y en avait pas avant. Et par ailleurs, ces camions, là c'est les gros poids lourds, sont absolument pas décarbonés aujourd'hui en 2024. On est sur une part très très faible de véhicules décarbonés. Donc je vais aussi insister pas mal sur cette question des poids lourds en ville et pas en ville en termes de décarbonation. Un schéma qui est intéressant, je vous l'ai reproduit là, je ne vais pas le décrire en détail, mais il me semblait faire un bon récapitulatif de la problématique des différents types de véhicules poids lourds, justement, en termes de décarbonation, les avantages et les inconvénients, et la conclusion qu'en tire l'ITF, donc c'est l'organisme de recherche de l'OCDE sur les transports. Et donc il mélange les bilans CO2, troisième colonne, pardon, la maturité technologique, les coûts, et la rapidité de déploiement, y compris la rapidité liée à la réglementation, donc aux politiques publiques. Donc en mélangeant tout ça, le constat principal, c'est que les camions électriques à batterie, même pour la moyenne et la longue distance, seront plutôt les technologies que les politiques publiques devraient favoriser, notamment en raison de cette rapidité du déploiement qui gêne par exemple les autoroutes électriques, enfin les caténaires ou l'alimentation sur la voirie, sur les autoroutes. Ça serait plutôt gêné par des lenteurs de déploiement compte tenu de l'absence de coordination des politiques publiques par exemple. Mais donc en mélangeant ces 4 critères, ça me paraissait intéressant de voir leurs conclusions. Je l'ai vu aussi ailleurs dans d'autres rapports, c'est plutôt le camion à batterie, par rapport y compris au biocarburant, biodiesel, et même le biométhane. Donc on est sur cette question de comment favoriser des camions à batterie. Les barrières à l'adoption de ces camions à batterie. Également une autre enquête intéressante, là c'est plus particulièrement une enquête auprès des entreprises de transport européennes. Le constat numéro 1, la problématique numéro 1 de ces entreprises, camions à batterie ou pas camions à batterie, leur hésitation sur l'équipement de leur flotte, c'est la disponibilité des recharges, des infrastructures de recharge. Avant les coûts, le TCO, ça commence à être un petit peu mieux. La disponibilité des stations de recharge, elle est encore mauvaise. Et la disponibilité des véhicules également, à partir du moment où on les commande, on parle bien de poids lourds sur cette diapo, également c'est un problème. Donc les coûts, la disponibilité des véhicules quand on les commande, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup d'offres, et puis le problème de la recharge sont les 3 problèmes majeurs des entreprises de transport. Mais en premier, c'est ces questions de recharge, de stations de recharge, je trouvais ça intéressant. Un retour d'expérience qui vient de sortir, c'est Pepsi qui a donné quand même pas mal de chiffres. Je vous renvoie à leur publication même sur, vous savez que ce sont les premiers à avoir utilisé massivement des camions électriques, des très gros poids lourds, des semi-remorques électriques Tesla, les Seamize. Ils en ont utilisé 21, dont quelques-uns en longue distance, sur plus de 600 km chaque jour. Donc ça me paraissait intéressant. Et pareil, leur enjeu principal, alors c'est pas tellement qu'il n'y a pas de station de recharge, puisqu'ils ont installé leur propre station de recharge. On les voit là sur la photo. Ça c'est l'usine à Sacramento de mise en bouteille ou de mise en canette des Pepsi. Ils ont donc ces véhicules, une vingtaine de véhicules Tesla. Ils sont contents du coût du TCO, ils sont contents des données d'exploitation du véhicule. Par contre, ça prend trop de place en termes de stations de recharge sur leur espace qui est relativement contraint. C'est le périurbain de Sacramento.
Et pour eux, c'est une problématique d'investissement et de gestion et de place que prennent les infrastructures de la recharge. Donc on est un petit peu en décalage par rapport à la problématique du véhicule lui-même. La micromobilité également, un gros sujet de décarbonation du fret, parce qu'il y a beaucoup de déplacements liés au fret qui se passent dans les villes, tout simplement. Il y a des poids lourds, il y a des VUL, mais il y a aussi de plus en plus de ce que j'appelle ici la micromobilité, mais je vais mélanger un peu beaucoup de choses différentes. Alors vous voyez, à gauche, je commence à entrer dans les solutions, là, d'une certaine façon, mais vous allez voir que j'ai quand même quelques propositions de réserve sur ces solutions-là. Vous avez à gauche 2 expériences intéressantes, tout à fait nouvelles, qui viennent d'être annoncées. Alors en haut à gauche, c'est Amazon qui va aider à la location longue durée de leurs tout petits prestataires en Inde, dans les villes indiennes. Donc c'est des sortes vous voyez, des tricycles habituels, mais ils vont les aider à faire soit du rétrofit, soit acheter des électriques. Et puis à gauche, en bas, c'est Uber Eats, pareil, qui s'engage à essayer d'aider leurs livreurs indépendants, mais à trouver des bons contrats pour des scooters électriques. Donc c'est 2 initiatives qui me paraissent intéressantes parce que là, ça a potentiellement un gros déploiement rapide de modes décarbonés. Aujourd'hui, on a des scooters thermiques, notamment en Europe. On n'a pas du tout encore fait cette transition-là. Et dans les villes indiennes, on est en transition, mais elle est encore très lente. Donc ce genre d'initiative, d'un coup, peut faire basculer des grosses parties des flottes. À droite, vous avez les solutions plutôt, je dirais, Europe, États-Unis. Donc beaucoup de vélos cargo. Là, c'est des gros acteurs. Hein. C'est la Poste, lorsqu'elle était encore, elle dirigeait Stuart. Bon, elle vient de le revendre, mais c'était une filiale de la Poste. Et puis Amazon à New York, qui utilise donc ces très gros vélos cargo. C'est plutôt des vélos avec des très grosses remorques. Et le constat aujourd'hui, on voit, notamment en Europe, c'est l'énorme accroissement des volumes et du poids de ces machines. Et du coup, des problématiques d'ingénierie du trafic. Hein. Et puis également de fragilité des vélos, parce que les poids et les volumes augmentent considérablement pour assurer ces derniers kilomètres. Donc des choses intéressantes, mais qui sont un peu compliquées d'abord en conditions de travail, et puis en maintenance et en fragilité des réparations importantes de ces véhicules. Et en bas à droite, vous avez une autre solution très nord-américaine, vous en voyez beaucoup maintenant dans les grandes villes, c'est les gens à pied. Donc c'est des petits sous-traitants, des gros du e-commerce, ou pas que du e-commerce d'ailleurs, des grosses entreprises qui doivent livrer dans New York ou Chicago et qui ont des prestataires qui sont à pied. Donc on est totalement décarboné, on est quand même sur des complications, je dirais, en termes d'attractivité du métier et de conditions de travail qui sont des nouvelles questions, je dirais. Donc on a le retour de gens à pied pour transporter des gros volumes de marchandises. Alors les solutions, les politiques publiques à plusieurs échelles, donc je vais vous faire juste une petite sélection de ce que je trouve pertinent, parce que ça marche. On a fait toute une évaluation, nous, des politiques publiques en fonction de ce qui... c'est un peu le rapport coût-bénéfice, ce qui marche versus par rapport à ce que ça coûte également. On a la règle, évidemment, la réglementation. Alors là, évidemment, je vous mets le nouvel accord, c'est une réglementation sur la construction des poids lourds qui est en discussion depuis des années et qui aboutit, puisqu'il y a un accord récent entre le Conseil européen et le Parlement européen. Donc ça sera, on imagine, en construction pour les poids lourds. Alors c'est des moyennes de flotte par constructeur, mais ça sera 90% de réduction en 2040. Ça touche aussi les bus, on en a parlé, mais pour les poids lourds, c'est donc... ça y est, le chiffre est arrivé avec un tas de détails techniques qui sont en train d'arriver ou qui sont déjà dans l'accord. Voilà, mais je pense que la réglementation, évidemment, à tous les niveaux, ça marche. On va avoir des poids lourds décarbonés parce qu'on aura la règle pour 2040 avec les étapes 2030, 2035 et 2040. Donc je ne vais pas simplifier le propos, je ne vais pas vous dire qu'il n'y a que ça qui marche et que ça va résoudre tous les problèmes, mais ça va quand même être une des clés du problème. Et aujourd'hui, donc, Union européenne et Californie et un peu Japon, on est au top de la réglementation, disons, d'État ou supra-État. La tarification, en fonction des performances environnementales, ça marche aussi. Donc là, c'est l'exemple de la Belgique, vous le savez, qui tarifie ses poids lourds depuis 2016, mais notamment Bruxelles. Bruxelles est inclus dans le plan. Tout type de voie.
Donc ce n'est pas du tout une tarification uniquement sur les autoroutes. Et le tarif varie en fonction de l'âge du poids lourd et donc de ses émissions de polluants locaux, mais ça marche également pas mal pour les émissions de CO2. Et alors à droite, vous voyez un des avantages considérables de toutes ces technologies de tarification un peu intelligente. D'abord, ça varie en fonction des performances environnementales, mais vous avez à droite quelque chose qui, moi, m'intéresse beaucoup en ce moment, c'est les données que ça permet à la ville de Bruxelles, enfin la région de Bruxelles, d'obtenir, parce qu'ils ont évidemment toute cette technologie qui va surveiller les poids lourds. C'est une parenthèse, et c'est important. Un autre exemple qui me paraît très intéressant, c'est la ville de Rotterdam, qui s'est fixée en négociant très longuement avec les acteurs de la logistique et du transport, des zones à zéro émission pour 2025. Et ils sont arrivés à un tableau, alors c'est une charte, c'est un engagement collectif, c'est pas une réglementation, mais ils sont arrivés à ce tableau des véhicules en fonction des différents types de filières. Donc vous avez les colis, le froid, le BTP, qui ont différents types de profils de véhicules, mais ils sont arrivés à se mettre d'accord sur ce qu'ils aimeraient bien voir en 2025, en termes de type de véhicules, carburant, énergie, différentes sortes de véhicules sur lesquels on aimerait bien aboutir, et ceci classé par filière. Donc ça me paraissait intéressant parce que c'est un effort plutôt c'est pas de la concertation, c'est beaucoup plus que ça, c'est de la négociation. Mais à l'issue de cette négociation, ils sont arrivés à un tableau. On verra s'ils le respectent, mais globalement, ça donne un cap. Et il a été annoncé en 2019, donc on avait quand même quelques années pour commencer à s'organiser par secteur. Un autre exemple intéressant, c'est les médailles or, argent et bronze de la ville de Londres au départ, et maintenant c'est un schéma national. Pareil, c'est volontaire, mais ça apporte des avantages. C'est que si vous vous inscrivez dans ce schéma, vous gagnez en fonction de vos performances environnementales. En tant qu'entreprise de transport, vous gagnez une médaille. On a ce type de schéma également en France. On aide les entreprises à faire ce genre de démarche. Mais au Royaume-Uni, c'est devenu massif. C'est-à-dire que toutes les entreprises maintenant se font labelliser. Et il y a le nom très clairement sur un site internet des entreprises et la médaille qu'elles ont obtenue en fonction de leurs performances sociales et environnementales. Donc c'est un peu du naming positif, mais l'entreprise va elle ne sera pas shamée parce que si elle ne l'est pas, mais en tout cas quand elle est valorisée et puis elle aura éventuellement des marchés publics ou privés grâce à ce label. Dernier exemple qui me paraissait très intéressant, je fais un peu d'intermodal, j'en ai pas parlé aujourd'hui parce que 85% des tonnes-kilomètres c'est la route en France, mais prenons un exemple d'intermodalité. C'est l'exemple de la barge de Franprix qui approvisionne quand même la moitié des volumes de tous les Franprix à Paris aujourd'hui. Donc c'est des gros volumes. Donc je ne vais pas m'attarder sur leur technologie qui est très basique. C'est une barge qui n'est pas électrique. Ce sont des camions XPO qui viennent chercher les conteneurs, mais qui sont des camions diesel, etc. Mais au total, on massifie et on réduit les tonnes-kilomètres. Mais surtout, ce qui m'intéressait là, c'était un exemple un peu plus fin de politique publique. C'est bien accepté. Vous voyez où ça se passe port de la Bourdonnais, donc en plein Paris, dans une zone même extrêmement valorisée, à côté de la Tour Eiffel. Vous avez le traitement de l'espace public qui est très intéressant. Donc le déchargement se fait hors entrepôt. Il n'y a pas eu besoin d'organiser un immobilier pour assurer cette intermodalité. Tout se passe sur le port, un des ports d'Aropa parisien. Mais ça se passe très vite parce que c'est de l'intermodal justement. C'est pas du tout un déchargement, par exemple, d'un wagon de fret ferroviaire, palette par palette. On est sur du conteneur qui est déjà organisé, qui arrive. En ce moment, c'est plutôt le soir. Les caisses sont où la péniche attend, où les caisses sont déchargées et elles seront ensuite livrées très tôt le matin. Mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est que l'espace public va être complètement libéré dans la journée. Et vous voyez à droite, c'est des photos que j'ai prises, on voit la grue automotrice bien rangée dans son coin, et puis les gens qui reprennent
l'espace public pour faire de la promenade ou de la mobilité. Donc ça va quelque chose qui a permis justement aux habitants et à la municipalité d'accepter une opération très très lourde de chargement, déchargement de conteneurs en plein Paris. Donc ça me paraissait un exemple un peu malin et smart, si on reprend le thème de notre congrès de traitement de l'espace public. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Donc on voit avec cette présentation qu'on peut trouver des solutions au niveau national et international pour faciliter la décarbonation des mobilités dans le fret et aussi piloter les politiques publiques en ce sens. Donc maintenant, on va passer au sujet du covoiturage, des politiques de covoiturage, qui est aujourd'hui un axe fort des politiques publiques, avec un plan de covoiturage lancé en 2022, avec des objectifs forts de triplement des trajets, qui permettraient de baisser les émissions de 3 millions de tonnes de CO2 d'ici 2030. Donc beaucoup de dispositifs financiers sont mis en place dans ce cadre-là. Donc je vais demander à Nicolas Nuitens du CEREMA de nous expliquer un peu quels sont les dispositifs d'évaluation sur ce potentiel de covoiturage, sur les politiques publiques qui sont mises en place et quel regard vous portez sur les actions mises en place dans le passé et vos recommandations. Merci. Merci Clément. Bonjour à toutes et tous. Alors, le covoiturage. Quelques slides introductifs. Alors du coup, c'est moi qui passe les... Voilà, ça marche. Juste pour rappeler quand même de quoi on parle, je suis bien dans le cadre de la définition la plus générale du covoiturage, dans son acceptation du coup la plus globale, donc y compris l'accompagnement par exemple. Alors bien sûr, quand on travaille sur des données d'enquête de mobilité, on peut très bien le retirer pour avoir une connaissance de ce que certains appelleraient plutôt du vrai entre guillemets covoiturage. Voilà, donc celle du Code des transports qui a été reprise par le ministère. Alors, autre élément qui me semblait aussi intéressant, c'est de rappeler que le covoiturage, on en parle spécifiquement aujourd'hui, parce que c'est effectivement un des travaux donc, du Comité scientifique France Mobilité en ce moment, mais c'est un des leviers de décarbonation parmi d'autres. Je ne vais pas revenir dans le détail des équations internationales, l'équation de Kaya, qui a été repris d'ailleurs en bas et approfondi un peu par le CEREMA, mais juste pour rappeler, je l'ai entouré, que le covoiturage, c'est un des leviers, voilà, il faut actionner évidemment d'autres leviers également, on est là vraiment sur à la fois du report modal et puis de l'amélioration via le remplissage de véhicules. Alors là, je suis toujours dans l'introduction de mon propos. Là, j'ai regardé un petit peu donc, les chiffres d'une enquête mobilité, celle de Grenoble en 2020, pour regarder un petit peu quels sont les territoires à enjeu. Et là, c'est assez intéressant parce que donc, là, on a à la fois donc, les distances parcourues en haut et puis les émissions de GES en bas par classe de distance. Voilà. Et bien sûr, donc, la voiture apparaît très majoritairement dans tous les cas. C'est ce que vous voyez dans les histogrammes dans la couleur bleu-gris. Par contre, si vous regardez donc la classe de distance 10 à 50 km, c'est là où vous avez à la fois pour la voiture le maximum, je dirais, de distance parcourue. C'est près de 50%, 47 exactement. Et c'est 50% des émissions de GES. Donc c'est vraiment là où c'est intéressant d'agir sur du covoiturage. Et c'est aussi là, d'ailleurs, où on a moins d'offres par rapport à la demande. Notamment, oui, bien sûr, il y a des cars express, il y a il peut y avoir du CERM, des TLI demain, etc., ou autres. Mais voilà, donc ça me paraissait intéressant à regarder. Si on regarde les chiffres de l'enquête nationale, transport, du SDES, donc notamment... la dernière, l'enquête mobilité des personnes de 2019, donc ça apparaît en vert ici sur les histogrammes, et puis vous avez les deux précédentes qui sont celle en 94 en bleu et puis celle en 2008 en orange. Si on regarde l'évolution de la motorisation des ménages, eh ben on va pas du tout dans le bon sens. Ça n'a cessé d'augmenter, et notamment hors unité urbaine. Si on regarde l'évolution du taux d'occupation, bah là aussi très mauvaise surprise. Ça diminue.
d'une enquête à l'autre, et y compris si on zoome sur ce qui peut aussi intéresser en termes de pratiques d'activité pour du covoiturage, donc la partie domicile-travail, eh bien on a exactement le même type d'évolution. Et là, je zoome sur les déplacements professionnels, sur la dernière enquête, hein, donc celle de 2019. Si on regarde donc la part de voyageurs kilomètres de ces déplacements professionnels, donc à la fois ceux vers le lieu de travail habituel, mais aussi les autres motifs professionnels, on est en tout sur 42%, donc c'est loin d'être négligeable. Et ces déplacements, ils se font comment? Résultat de l'enquête, 89% seuls, 9% à 2 et à peine 2% à 3 et plus. Donc vous voyez qu'on a largement des marges de manœuvre. Là, encore d'autres chiffres, à partir donc des enquêtes enseignement, ménage, déplacement, aujourd'hui les enquêtes mobilité certifiées CEREMA. Donc on a une base unifiée avec toutes les données, hein, depuis les premières enquêtes qui datent de 1976. Si on regarde l'évolution du nombre de véhicules par adulte, et donc c'est ce qui apparaît en bleu clair ici, ça ne cesse d'augmenter, voilà. Ça stagne sur les dernières enquêtes, mais voilà, ça cesse d'augmenter. La mobilité voiture-conducteur, si elle diminue un peu sur les dernières décennies, notamment à partir de 2000-2010. Si on regarde le taux d'occupation, là aussi, très mauvaise nouvelle, eh bien, ça ne cesse de chuter de façon quand même assez importante. Et c'est pas seulement un effet périmètre d'enquête, hein. C'est vrai que les premières étaient très sur les centres urbains, parce que si vous regardez sur une agglomération en particulier, là j'ai regardé Toulon, mais ce serait la même chose sur d'autres métropoles, à isopérimètre, entre 2008-2022, vous voyez qu'on retrouve exactement le même type d'évolution. Alors, Clément l'a rappelé, hein, du coup, d'où un plan national covoiturage du quotidien qui vise à tripler la part des trajets quotidiens réalisés donc en covoiturage, dans le but effectivement donc de diminuer donc les gaz à effet de serre et d'avoir effectivement donc un potentiel, en tout cas c'était chiffré comme ça, potentiel réduction effectivement de 4,5 millions de tonnes de CO2 par an, soit l'équivalent d'1% des émissions de GES annuelles de la France, tout domaine confondu, si en tout cas on arrive à atteindre cet objectif qui est un objectif fixé pour 2027. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai sans doute un peu trop de slides par rapport au temps qui nous est disponible, mais quand on parle effectivement d'évaluation, de bilan, d'impact du covoiturage, il faut avoir une idée de grandeur des coûts. Donc on a regardé ça à partir d'études tant du CEREMA, de l'ADEME. Je vous ai mis quelques éléments, que ce soit sur les lignes de covoiturage, sur le covoiturage par plateforme, les aires, etc. Sans oublier aussi les coûts d'animation et de communication qui sont extrêmement importants. Et là, pour le coup, c'est valable pour toutes les solutions qu'on peut mettre en place pour améliorer le covoiturage. Alors, j'y reviendrai, mais on parle beaucoup d'incitatifs financiers, parce que ça, c'est quelque chose qui se développe beaucoup et qui a un vrai intérêt, je dirais, sur la pratique du covoiturage. On a regardé, par exemple, et on a fait un bilan socio-éco d'un dispositif sur la région Pays de la Loire, donc qui s'appelle Aléop, pour justement quantifier les effets de ces incitatifs financiers à la fois sur les conducteurs, sur les passagers, pour la collectivité qui met en place les subventions, les opérateurs, etc. Regardez la rentabilité du coût socio-économique de ce dispositif mis en place par la collectivité. Est-ce que effectivement les avantages qu'il génère sont bien supérieurs ou pas au coût collectif engendré par la mise en place d'un tel dispositif. Donc pour ça, on regarde donc une situation de référence, donc c'est avant la mise en place de l'incitatif, la situation projet avec l'incitation. Et bien là, en termes de résultats, on a bien un dispositif qui est collectivement rentable. On est arrivé à une vanne qui est de l'ordre de 220 000 euros et une rentabilité finalement à 0,12 euros par euro investi, donc qui finalement est dans la fourchette des rentabilités annuelles des projets de TC urbain, en tout cas quand ils sont rentables. Ce sont des fourchettes qui sont comprises entre 0 et 1. Certes, on est plutôt dans la fourchette basse, mais on est en tout cas sur des rentabilités. Alors, le potentiel du covoiturage, qu'est-ce qu'on peut en dire? On l'a regardé à travers deux types d'outils, de méthodes,
niveau du CEREMA. La première, donc, c'est à partir d'une enquête mobilité certifiée CEREMA. Donc là, en l'occurrence, c'est celle de Lille. On peut le faire sur toutes les enquêtes, bien évidemment. On est en train de le faire d'ailleurs sur toutes les enquêtes. L'intérêt, c'est que quand on dispose de ce type d'enquête, on peut reconstituer toutes les chaînes de déplacement d'un individu, y compris par quart d'heure. En tout cas, là, c'est ce qu'on a fait. Sur un jour moyen de semaine, on a tous les lieux visités, les modes utilisés, etc. Donc, on peut regarder quels sont les jumeaux possibles avec un autre conducteur de véhicules particuliers, donc conducteur. Et on regarde ça, bien évidemment, au sein des boucles aussi, hein, pour qu'on ait des jumeaux sur l'ensemble des trajets d'une boucle, parce qu'évidemment, si pour réaliser une boucle, il y a un des trajets qui nécessite de sortir du covoiturage, parce que là, on a besoin d'utiliser sa voiture pour faire une activité le midi, par exemple, alors qu'on est au travail, et donc là, on n'a pas de covoitureur pour le faire, bah là, ce ne sera pas possible. Les résultats, alors si on accepte un temps d'attente de 5 minutes, vous voyez qu'on est quand même sur de très faibles chiffres, hein, globalement. Sur les 1,8 million de déplacements VPC recensés par l'enquête, si on regarde les jumeaux des trajets et les jumeaux dans le trajet de toute la boucle, finalement, on ne garde que moins de 5% de déplacements qui sont possiblement covoiturables. Et si on regarde les véhicules kilomètres, parce qu'en plus ces déplacements souvent sont pas longs, eh bien, on descend en dessous des 1,2%. Alors, on réussit à augmenter ces chiffres si on augmente le temps d'attente, hein, si on passe à 15 minutes, mais ça reste quand même moins de 3-4% des véhicules kilomètres, donc finalement, c'est pas si énorme que ça. Après, on peut regarder aussi donc du potentiel de covoiturage à partir du moment où on a une enquête et un modèle de déplacement. C'est ce qu'on a fait dans ces deux études-là. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Hein. C'est encore mieux quand on a une enquête de préférence déclarée, parce que là, du coup, on a connaissance des choix préférentiels modaux des enquêtés. Et on affine du coup le modèle et la sensibilité du modèle. Et je peux juste regarder un peu les chiffres, par exemple, d'une des deux études, la deuxième. On a observé, je dirais, donc là on est plus sur les VR2+, voilà, on est plus sur le covoiturage d'ensemble, je dirais, on est vraiment sur les apports de la mise en place d'une VR2+. On a une réduction, donc là, dans ce cas-là, donc du trafic routier autosoliste entre 3 et 7%, selon les scénarios mis en place, et puis la part modale des covoitureurs conducteurs qui était de 7% en situation de référence, qui peut basculer entre 8 et 10%, là aussi, suivant les scénarios. Alors l'intérêt aussi d'avoir une enquête de préférence déclarée, c'est qu'on a connaissance aussi de l'explicitation des choix préférentiels modaux qui sont mis en place, qui sont mis en avant plutôt par les enquêtés. Et là, sur le covoiturage, les incitants qui sont plus particulièrement relevés, dans le cas présent, je dirais, mais on le retrouve aussi ailleurs, c'est 1, quand on met en place des incitations financières, 2, quand il existe des solutions de mise en relation, et 3, quand il existe aussi des solutions de repli au cas où la solution de covoiturage ne pourrait pas être réalisée. Voilà. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé donc d'incitatifs financiers. Je ne vais pas vous rappeler le dispositif, je pense que vous le connaissez plus ou moins tous, mais c'est extrêmement intéressant parce que derrière, on observe assez rapidement une explosion, entre guillemets, des chiffres du covoiturage. Globalement, je dirais jusqu'à 3 fois les chiffres en quelques mois. Et en plus, je dirais, le phénomène est quand même durable. On a fait une enquête, par exemple, auprès de 26 000 usagers de plateformes, toujours en région Pays de la Loire, avec leur dispositif incitatif Alléop. Et sur les résultats, on observe 50% des incités qui sont des nouveaux covoitureurs, voilà, dont 90%, je dirais, proviennent bien de la voiture solo, donc ça c'est intéressant en termes de report modal. Et quand on a posé la question aussi de savoir si ces nouveaux covoitureurs continueraient, je dirais, donc si on arrêtait demain donc le dispositif, il y en a 60% qui répondent effectivement que oui. Bon voilà, là je passe suffisamment de temps, mais pour dire qu'on va poursuivre ces évaluations des incitatifs au travers 7 retours d'expérience de territoires, de collectivités extrêmement différentes en termes de taille, et on va regarder beaucoup plus de choses, mais là on n'a pas encore les résultats, c'est en cours, mais ce sera intéressant. Alors pour finir, deux slides. Une première, je dirais, si on veut essayer de faire on va dire un bilan des actions passées autour du covoiturage, regarder un petit peu
comment est-ce qu'on peut avoir effectivement vraiment de l'impact. Donc là, ce sont des travaux effectivement donc, du comité scientifique France Mobilité qui ont fait l'objet d'un livrable en septembre de 2020. On est vraiment sur des territoires de faible densité, donc c'est quand même là où c'est intéressant effectivement parce que ce sont précisément ces espaces-là où les alternatives à la voiture sont parfois quasiment inexistantes. Hein. Et là, pour vraiment passer à de la massification, eh bien, on a identifié un certain nombre de choses extrêmement importantes. Bien sûr, d'identifier précisément les besoins de mobilité, ça va de soi, mais il faut que les projets soient vraiment portés par élus, certes DGS, mais aussi services techniques. Les RH d'animation, on a vu que c'était extrêmement important, en lien avec les opérateurs. On retrouve l'information, l'animation vraiment en rôle central de toute mise en place d'actions. Le rôle important aussi des entreprises, parce que c'est eux notamment qui peuvent mettre en place des rythmes de travail fixes, par exemple, propices à du développement donc, de covoiturage. Et puis on retrouve aussi une dimension sociale, environnementale, économique extrêmement forte. C'est évident que si demain on a le prix des carburants qui continue à évoluer, eh bien pour le coup on va faciliter la mise en place du covoiturage, de même que lorsqu'une collectivité décide de mettre en place des incitatifs à la pratique du covoiturage, bien évidemment, on l'a vu, on a une évolution qui est extrêmement favorable de cette pratique-là. Et puis enfin, je dirais, j'essaie de me projeter demain, qu'est-ce qu'il faudrait effectivement mettre en place en termes de combinaison, parce que c'est bien là effectivement donc la solution pour avoir un impact encore plus fort. Donc là, ce sera le résultat d'un appel à partenariat que le CEREMA est en train de mettre en place. Donc on est en train de choisir donc les lauréats. Et l'idée, c'est d'approfondir effectivement les différents types d'évaluation. Mais d'ores et déjà, ce qu'on peut dire, c'est que pour massifier effectivement cette pratique-là, je dirais, il faut actionner le maximum de leviers. Et ces leviers, je dirais, c'est à la fois des infrastructures, c'est des aires, hein, avec un schéma directeur d'air, hein, de covoiturage, c'est des arrêts, c'est des voies réservées. On a parlé un petit peu de tout ça. C'est des services, donc la mise en place de plateformes, interfacées avec le MAS pour que les lignes de covoiturage soient bien identifiées. C'est de l'animation communication, hein, j'y reviens, hein, c'est à la fois à destination du grand public, mais aussi des entreprises, bien sûr, en mettant en place des plans de mobilité, des challenges, et c'est aussi des incitatifs financiers parce que ça joue un rôle important. Et puis c'est aussi une approche systémique parce qu'on se rend compte que pour vraiment mettre en place du covoiturage au maximum, il faut toucher beaucoup d'acteurs et beaucoup de territoires. Et donc, si on veut vraiment réussir, il faut absolument faire une meilleure articulation possible parce que l'animation territoriale, c'est sur la zone d'emploi que ça va se passer. La complémentarité avec les réseaux de transport public urbain, eh bien, c'est du niveau de la OEM. Les aires, c'est plutôt le département, je dirais, qui va les mettre en place. Et enfin, l'outil numérique unique, là, on est plutôt côté région qui, en plus, est en charge de la coordination de l'intermodalité. Voilà, je vous remercie de votre attention. Allez, je vous ai mis quelques outils méthodaux développés par le CEREMA en plus, en cadeau. Merci beaucoup, Nicolas. Donc, il nous reste quelques minutes pour prendre des questions de la salle. Ok, le micro qui arrive. Merci aux 4 intervenants, c'était très riche et vraiment très stimulant. Et notamment, il y avait des chiffres qui peuvent servir de repère, évidemment. Alors, juste pour pointer que parmi ces chiffres, c'est pas forcément si affermi que cela. Alors, j'ai lu, par exemple, à 218 grammes de carbone par passager kilomètre en voiture, ça c'était, je crois, chez Thierry. Dans la méthodologie CITEPA, on est plutôt à 140 par véhicule kilomètre en voiture. Ce qui veut dire qu'on a besoin vraiment de travailler collectivement sur les chiffres, parce que derrière, ce sont les chiffres de CITEPA ont une portée nationale. L'autre indicateur que je voudrais porter, ça c'est plutôt pour Jean-Paul Défi, c'est 40 km par jour par personne. Qui décide qu'on alloue 40 km par jour par personne? Qui décide où est-ce qu'on en est vraiment pour les Français au quotidien? Qu'est-ce qu'on appelle les Français au quotidien? Parce que si on se dit qu'on a chacun 40 km par jour comme ça, à dépenser au long de l'année, mine de rien, le plan sobriété risque de ne pas marcher.
Alors, je réponds tout de suite sur cette dernière question et je passerai la parole à Pierre-Yves pour la première. Ça, c'est pas une allocation. On n'est pas dans le Gosplan et de la planification et du rationnement des déplacements. C'est simplement quand on ramène tout à l'habitant, je rappelle, c'est quand même une convention. C'est comme les tonnes de CO2 à l'habitant. En fait, si vous voulez, les habitants ne sont pas responsables du fait qu'il y ait une énergie nucléaire ou des mines de charbon. Et, on n'est pas responsable du fait qu'il y ait des lignes TER qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas ou qui sont en nombre suffisant. Donc tout ramener à l'habitant, c'est quand même des conventions. Donc 40 km par jour, si vous prenez simplement dans l'enquête mobilité des personnes 2019, vous prenez les kilomètres parcourus, vous divisez par le nombre de personnes qui sont dans le périmètre et vous arrivez à 40 km, voilà, qui se composent en kilomètres du quotidien puis des kilomètres un peu plus longue distance. Donc c'est des conventions, c'est simplement pour dire qu'on a changé de monde entre 1900 et aujourd'hui, où on fait beaucoup plus de kilomètres et ce qui a permis aussi à ce pays de se développer. Voilà. Donc c'est pas du tout une question d'allocation en fait. J'entends bien en même temps qu'il fallait concevoir la mobilité comme capacité. Et alors dans ces 40 km par jour en moyenne par Français, je crois que ce serait quand même bien de distinguer des mobilités vraiment contraintes du genre domicile-travail. Et donc, quelle est la part du domicile-travail? Alors, sur les kilomètres parcourus, la part domicile-travail, c'est la moitié des kilomètres parcourus au quotidien, je parle bien. Et on a des différences de situation, mais on n'a pas le temps d'aborder ça, qui sont extrêmement importantes. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans le centre urbain, le premier quartile des distances dans les centres urbains, vous êtes à 4,5 ou 5 km, et quand vous êtes le dernier quartile à la campagne par jour, vous êtes à plus de 45. Donc, au-delà de la moyenne, ceci pour dire qu'on a des écarts de situation qui sont extrêmement différents. C'est pour ça qu'il faut faire de la géographie en fait quand on fait de la mobilité. Je passe la parole à Pierre-Yves sur des questions de... J'ai noté, Fabien, effectivement, l'élément. On en revient à ce que j'évoquais. Hein, c'est aussi sur cette dimension de valeur unitaire, selon le type de parc, selon effectivement si on raisonne sur les scopes 1, scope 2, scope 3, de ce point de vue-là, où on a CV. Donc ça, c'est des choses, effectivement, j'ai bien dit dans le propos, d'être vigilant sur les périmètres qu'on prend. Dans les chiffres qui étaient donnés, par exemple, j'ai donné celui de la SNCF, qui a été calculé effectivement sur le planète TER, on est sur un scope 1 et 2. Dans d'autres travaux, on est sur des scopes qui intègrent effectivement toute la dimension d'infrastructure, ce qui n'est pas forcément saisi dans toutes les estimations qu'on peut faire sur des véhicules en voiture particulière. En tout cas, je rejoins l'idée que la question des périmètres, et notamment les scopes sur lesquels on se situe, est une question essentielle dans les comparaisons. Est-ce qu'on raisonne par voyageur kilomètre ou par véhicule kilomètre? C'est un premier niveau. Mais déjà, est-ce qu'on retient en termes d'évaluation des éléments similaires ou comparables sur les échelles qu'on a? Voilà. Ça, je crois que c'est aussi des choses que tu creuses de ton propre côté sur ces dimensions-là, de l'analyse peut-être en cycle de vie, qui serait aussi plus complète, mais qui nécessite là aussi d'arriver à trouver des valeurs unitaires qui soient à peu près comparables lorsqu'on prend effectivement différentes estimations. Oui, il y a un enjeu parce que ce rapport-là traduit quand même, c'est l'intermédiaire entre la quantité d'émissions et puis la quantité de trafic que collectivement on a en France. Et là, j'attire l'attention parce que entre ce qui est comptabilisé justement dans l'enquête de mobilité des Français au plan national et puis ce que compte le CITEPA pour la GIEC, on a quasiment un facteur 2. On en parlera. Alors je disais qu'en fret, les divergences sont pires parce qu'en plus on manque de données, on n'a pas vos enquêtes de mobilité. Bonjour, merci beaucoup. Émilie Chassagne du département des Yvelines. Si je reprends un petit peu le fil de la discussion, on a posé dès le départ que le véritable enjeu des mobilités aujourd'hui, il serait plutôt dans un contexte de périurbain, que la mobilité en centre-ville était à la rigueur assez bien réglée, mais qu'il y avait des problèmes plutôt au niveau du périurbain. Je voulais coupler deux aspects. C'est qu'aujourd'hui, par rapport à la présentation fret, on dit qu'il y a une stratégie d'immobilier logistique en centre urbain, donc avec l'arrivée massive de plus gros camions qui sont aujourd'hui qui ne sont pas encore aujourd'hui décarbonés et qui ne va pas être décarboné probablement avant 2040, ce qui me semble, moi, finalement incompatible avec la mise en place des ZFE à très très court terme.
Donc du coup, est-ce que ça ne va pas aggraver finalement la problématique de la périurbanité? Et la deuxième question, c'est du coup ces camions qui vont arriver probablement plutôt en périurbain, va falloir qu'ils y arrivent. Est-ce qu'il n'y aura pas un problème sur le réseau routier, notamment secondaire? Voilà, je suis partie du département des Yvelines, donc est-ce que du coup il y a un lien de cause à effet, et est-ce qu'il n'y a pas un problème de temporalité par rapport à tout ça? Les camions arrivent dans le périurbain aujourd'hui, massivement, mais normalement ils s'arrêtent et ensuite partent des camionnettes. Ce nouvel immobilier qui est quand même une niche, hein, c'est pas grand-chose aujourd'hui en stock, mais ça augmente, c'est dynamique, c'est un nouveau marché, mais qui est plutôt dynamique. Donc il va y avoir ce phénomène-là, mais on n'est pas sur des nombres de poids lourds qui vont subitement arriver dans les centres-villes. Mais il y aura quand même ce phénomène-là. Là, effectivement, hein, c'est totalement contradictoire avec une ZFE si elle est appliquée. Aujourd'hui, elles sont très mal appliquées dans les françaises, donc pour le moment, tout passe. Mais je pense qu'il ne faut pas attendre 2040, bien évidemment. Il faut absolument que ces véhicules, gros camions, batteries, soient moins chers et plus accessibles et plus diversifiés en termes d'offres. Donc là, il y a aussi un appel énorme aux constructeurs et puis aux aides auprès des entreprises de transport pour qu'elles puissent s'équiper. Bonjour Didier, je rebondis juste sur le sujet des entrepôts en ville. Sur les photos que vous avez montrées, il y a justement à Tokyo, si je ne me trompe pas, un cours d'eau, et sur Paris, des voies ferrées. Donc c'est peut-être aussi une alternative qui peut être intéressante. Et j'ai cru comprendre que le report modal sur les solutions fluviales était aussi assez en vogue. Ça reste ultra minoritaire, ça se développe un peu. Effectivement, il y a de la capacité d'infrastructure en fluvial. Alors les sillons ferroviaires, en revanche, en ville, c'est quand même plus difficile. Un des entrepôts qu'on voyait, celui de Paris, il a un très bon accès ferroviaire puisqu'il a été construit. Ce nouvel entrepôt a été construit sur un nouvel embranchement ferroviaire avec une nouvelle technologie intermodale. Il est bien, mais pour le moment, c'est compliqué de faire passer des trains parce qu'il y a sillons, coûts, etc. Enfin, les problématiques du fret ferroviaire. Par contre, le fluvial, oui, il y a de la capacité. Il faut organiser ce genre d'interface sans avoir peut-être à construire de l'immobilier permanent en ville. Celui que j'avais montré sur le quai. Je voudrais remercier Jean, Pierre-Yves et Laetitia parce qu'ils nous ont appris énormément de choses. Mais une question quand même, une question sur la logistique. Merci à Laetitia de faire le point, mais comme disait Claude Martinand, que beaucoup d'entre vous ont connu, plus on compte mal parce qu'on ne compte pas tout. Et là, il y a une chose qu'on n'a pas comptée, c'est l'aspect désordonné et pervers des normes européennes. Quand on demande à des industriels de faire une transformation extraordinairement rapide et qu'on veut en même temps diminuer les émissions à effet de serre, la première chose qu'il faut prendre, c'est la trace carbone de la production et des fins de vie de parcs automobiles. Quand on prend cette trace, elle représente en gros 30% du total, sachant que ce qui sort des pots d'échappement par les usagers ne représente que 70%. Quand on compte ces 30% et que les 70% vont s'échelonner sur les 20 ans qui viennent, le bilan CO2 à court terme est absolument désastreux. Je suis incapable de le calculer, mais je pense que les intervenants le calculeront beaucoup mieux que moi. Et donc, dans cette optique-là, j'ai un petit peu peur des camions électriques. Parce que plus le véhicule est gros, que ce soit un véhicule personnel, un VUL ou un poids lourd, plus il a de batterie, et le poids des batteries dans la trace carbone est énorme. Et il est en plus très lourd sur le plan des échanges internationaux, donc de la richesse à distribuer au sein du pays. Donc il pose tous les problèmes à la fois. Donc je pense qu'il faudrait que, grâce à vos travaux,
il faudrait élargir le périmètre et bien introduire les questions industrielles et notamment les questions logistiques sur lesquelles, comme nous a très bien dit Laetitia, on a encore beaucoup de choses à apprendre. Alors moi, en veille, merci Olivier Paul, tu as raison, mais en veille, je fais de la veille sur ce qui sort, des bilans qui ont l'air d'être sérieux. Dans l'ensemble, quand même, en bilan CO2, analyse de cycle de vie, on est un peu meilleur pour le poids lourd à batterie. Donc, c'est une problématique pour tous les véhicules d'ailleurs, mais effectivement, comme tu le dis, pour les batteries et poids lourds, on est dans une dimension supplémentaire. Mais on est quand même bon, et ce sont des études sur les plus gros, hein, les classes 8 ou aux États-Unis, ou bien les semi-remorques. Ce qu'il ne faut pas oublier, on nous l'a dit pas plus tard qu'avant-hier, c'est que pour rechercher des véhicules électriques et les poids lourds, il va falloir tirer des lignes électriques nouvelles, à haute tension et à haut risque. Parce que vous connaissez les risques des lignes électriques qui occupent les gilets jaunes, verts ou rouges pendant un certain temps. Et donc, ça retarde de 5-10 ans la possibilité effective de desservir les pompes à essence ou à gazole et les autres systèmes électriques leur successeurs dans les endroits 55% en 2030. C'est ça, c'est la question de risque. Alors là, nous sommes en plein dans Ok. Juste là-dessus, je pense que, comme le rappelait d'ailleurs Pierre-Alain Roche il n'y a pas si longtemps, la question du rythme, elle est importante, et entre l'ambition politique et la réalité, je crois qu'il y a simplement un écart. Je prends juste sur la mobilité des personnes. On a baissé de 3% la part modale de la voiture en 20 ans, en mettant 120 milliards dans le système de transport public. Donc croire qu'on va faire 55% d'ici 7 ans, il faut quand même rester un peu sérieux. Et je pense que c'est effectivement encore plus difficile pour le poids lourd. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on est quand même sur un écosystème du véhicule électrique qui est absolument pas stabilisé. Il y a d'énormes progrès sur les batteries. Elles prendront du temps à se déployer. On parle des batteries solides, etc. Tout ça arrivera dans 10 ans. Et tout ce qu'on dit aujourd'hui sera sans doute complètement remis en cause dans 10 ans, parce qu'on aura des évolutions technologiques qui sont prévues, qui sont en cours. Mais voilà, il faut un peu de temps. Simplement un peu de temps. Donc je crois qu'il faut effectivement être réaliste. Pierre Alaroche disait qu'il est très probable que la décarbonation du fret prenne encore plus de temps. Ça arrivera, mais ça prendra du temps. Voilà. Donc tous les points que tu évoques sont sérieux, sont vrais dans l'hypothèse d'une décarbonation dans les échéances réglementaires prévues. Voilà. Moi, j'aime bien le mot de Pierre Desproges. J'aimerais vivre en théorie, parce qu'en théorie, tout se passe bien. Voilà. Et donc je rebondis, Jean. Donc ça prendra du temps, mais on a une urgence. Donc comment est-ce que le découplage dont tu nous parlais, tu nous expliquais que la décroissance des flux n'était pas nécessaire parce que le découplage l'était, et là on se rend compte que sur le fret notamment, les délais liés au transfert de technologie impliquent un découplage qui n'est pas possible. Donc comment est-ce qu'on réunit ces contradictions ? Oui, pourquoi la mobilité, c'est le seul secteur dont les émissions ne baissent pas? Parce que c'est simplement la vie au quotidien. Et quand je disais que c'est une capacité, c'est pas une nuisance, c'est que c'est indispensable pour vivre, notamment les déplacements du quotidien. Même, il y a les déplacements obligés, on peut dire domicile-travail, mais se divertir, se rencontrer, c'est aussi nécessaire. Hein. On n'est pas que dans métro, boulot, dodo, dans une approche uniquement utilitariste de ce qui fait nos vies au quotidien. Et c'est vrai aussi pour les transports. Simplement, ce que je veux dire, il y a des pressions politiques, il y a des pressions sociétales sur le sujet, et elles sont les bienvenues. Ça booste le secteur. Il est très probable que sans ces pressions-là, par exemple, on serait encore notamment au niveau industriel, sur des schémas de moteurs thermiques améliorés. Mais aujourd'hui, on sait qu'il faut accélérer. Simplement, c'est qu'entre les désirs, les volontés et la réalité, il y aura un écart, c'est sûr. Mais par contre, ça progresse. Et vraiment, je pense que sur le fret, ça sera plus long, parce que c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Sur le report modal sur le ferroviaire apparaît quand même difficile. Hein. On parlait d'une thèse récente à l'UGE, Antoine Robichet, qui avait analysé les flux d'un très gros transporteur, affréteur
en France, DB Schenker, et en fait on se regardait entre la demande de ce transporteur, de cet affréteur, et l'offre aujourd'hui en transport ferroviaire, notamment en combiné, qui est plus souple, c'est extrêmement faible en fait. Et donc tout ça va prendre du temps, quoi. Voilà. Mais comment est-ce qu'on résout, parce que les ambitions politiques, elles se basent sur un constat scientifique qui est celui de la communauté des sciences dures, des climatologues, ceux qui s'intéressent à la biosphère et à la biophysique. Et comment est-ce qu'on... les volontés politiques, elles sont basées sur ce constat-là, qui est lié vraiment à un stock de carbone qu'il ne faut pas qu'on émette. Donc comment est-ce qu'on fait pour résoudre cette tension-là en dehors on réglemente, on tarifie, on aide l'intermodal, le rail route notamment. Il faut absolument qu'il se développe davantage avec à la fin des camions à batterie, etc. Il y a une palette de choses à faire. C'est aussi ce que je voulais montrer. Il y a des choses à faire. Je pense qu'on ne les fait pas suffisamment. On s'oriente un peu trop sur des choses qui sont un peu anecdotiques. On ne fait pas ce qui est massif. Si je peux réagir, pardon, juste sur l'électrification ou viser pour dire qu'effectivement, quand même, le développement technologique, oui, va vite, on attend encore des choses, mais il s'est passé en 10 ans beaucoup de choses, donc il faut veiller à prendre des données récentes. Pour moi, il y a eu un facteur 6 en 10 ans sur les batteries électriques. Un facteur 6, pourquoi ? Il y a un facteur 2 d'efficacité carbone gagné dans les usines chinoises pour fabriquer les batteries. Et puis, il y a un facteur 3 qui est une bonne surprise, que finalement, le nombre de cycles de recharge qu'on arrive à tirer d'une batterie avec les chimies actuelles est plutôt triple de ce qu'on envisageait dans les années 2010. Donc, attention à bien suivre l'actualité des techniques. Et puis après, sur où est-ce qu'on peut agir, il y a quand même quelques évidences, en particulier électrifier les bus, c'est possible dès à présent, les véhicules existent. Je ne comprends pas que les autorités organisatrices de mobilité ne courent pas chez leurs banquiers pour voir comment emprunter pour financer des bus électriques, alors que ce qu'on va faire en économie de carbone se traduira très vite en euros sonnants et trébuchants en économie de prix de l'énergie. Oui, alors là-dessus, d'abord, ça progresse. D'abord, il y a des obligations légales. Et ensuite, je rappelle quand même que la flotte des bus, on a 25 000 bus en France. Voilà. Donc, sur un parc. Donc, l'impact. Donc là, je reviens à la notion d'efficience. En coût d'évitement, on est quand même sur un truc, on met beaucoup d'argent pour un impact finalement assez faible. Mais on le fait quand même. Voilà, il y a des dimensions aussi symboliques. Mais pour répondre quand même à la question de Thibault, qui me paraît quand même importante, qu'est-ce qu'on fait ? Faut peut-être aussi réviser nos croyances. On est quand même dans un pays très centré sur la subvention. Et donc, voilà. Pourquoi ? Parce que ça met le politique au centre. Et on est quand même un pays assez centraliste, en fait. Les systèmes décentralisés, c'est des systèmes de prix, où on met des incitatifs et les acteurs réagissent. Et ça, on a un peu de mal avec ça. Et je trouve que le covoiturage est une bonne illustration, parce qu'on met en place des financements, on sait qu'il y a des aides, on sait qu'il y a des effets d'aubaine incroyables, donc ça fausse en plus les statistiques. C'est-à-dire que des gens qui covoituraient s'inscrivent pour toucher des primes. Donc ça ne veut pas dire que ça augmente dans les statistiques, mais ça ne veut pas dire que le covoiturage réel augmente. Et je vais vous donner un exemple sur Lyon. On a 4 autoroutes, 2 à péage et 2 gratuites. Les 2 à péage, le taux d'occupation des véhicules en heure de pointe, il est de 1,18, je crois. Et sur les autoroutes gratuites, il est de 1,04. Vous voulez faire augmenter le covoiturage, tu veux aller plus vite, eh ben, je pense que plutôt que dépenser de l'argent public où on voit qu'il y a des fuites évidentes, tarifer l'usage de la route, peut-être aussi un levier assez fort. Alors, donc vous voyez tout de suite, politiquement, c'est quand même pas facile à porter, mais d'un point de vue économique et efficacité carbone, c'est clair que ça marche. Simplement, ce que je veux dire, c'est que sur le report modal, il faudra des offres performantes, mais si on ne met pas de contraintes, que ce soit sur les temps de parcours, c'est-à-dire sur l'espace alloué à la voiture, ou sur les coûts, il ne se passera rien, ou très peu. Voilà. C'est l'histoire passée. On a réussi à diviser par 2 ou 3 le trafic dans les centres-villes. Pourquoi ? Parce qu'on a mis une offre performante, je prends par exemple les tramways, régulière, capacitaire, fiable, et en même temps, on a pris
de l'espace à la voiture. Donc vous augmentez les temps de parcours de la voiture et vous diminuez sur les transports en commun. C'est un double effet qui a très bien marché. On l'a fait, on a mis 60 milliards d'euros pour 10% de la population qui habite dans ces centres-villes et qui faisait déjà le moins de kilomètres. Donc le bilan sur les émissions a été très faible, d'où les 3% en 20 ans malgré les dizaines de milliards investis. Si on veut faire ça sur les voies d'accès en périurbain, et c'est un vrai débat aujourd'hui sur les cars express, le gouvernement et tous les conseillers sont extrêmement réticents à mettre des voies réservées. Mais c'est des gens qui ne comprennent pas que si on ne rétablit pas un équilibre, avantage, inconvénient entre deux modes, puisqu'il s'agit de comparer deux modes, eh ben, on pourra mettre des cars express, ils sont pris dans le trafic, et s'ils mettent autant de temps que les autres, il est peu probable que c'est un impact. Voilà. Donc il faut prendre ça en compte, c'est que il faudra un peu plus de contraintes, des carottes, mais un peu de bâton aussi, quoi. Enfin, en termes d'impact et d'efficacité, on peut quand même se poser quelques questions. Ça dépend des secteurs après. Et du coup, pardon, je me permets parce que c'est... Enfin, je ne sais pas pourquoi je m'excuse, je voulais poser ma question depuis longtemps. Ouais, sur le covoiturage justement. Est-ce que vous avez mesuré... Vous pouvez vous présenter juste simplement? Oui, bien sûr. Valentine Loquet, pays de Tarentaise Vanoise. Du coup, je suis sur un territoire où il y a peu de résidents, mais beaucoup d'habitants, si j'ai bien compris votre présentation. 50 000 résidents à l'année, 410 000 lits touristiques, ô combien de travailleurs saisonniers qui fluctuent en fonction des mois et des saisons. Nous, sur la politique de covoiturage, on a fait vraiment tout ce qu'on pouvait. Enfin, j'ai porté ça pendant des mois. Je suis jeune, mais je travaille beaucoup. Et des gens moralisateurs, il y en a beaucoup autour de moi chez les moins jeunes. Voilà, bref, on a fait une politique de covoiturage de gratification avec une plateforme de mise en relation pour le covoiturage type courte distance régulier. C'est gratuit pour les passagers, mais on n'a pas de politique coercitive à côté, enfin, coercitive à l'autosolisme. Ma question, c'était du coup, est-ce que vous avez mesuré l'impact de coupler une politique très incitative et une politique coercitive qui va avec, parce que nous, on n'a pas vraiment de problème de place. Tout ce qui existe, c'est les parkings en station qui sont payants et très chers. Il y a quelques initiatives pour essayer de faire en sorte que les parkings les prix soient dégressifs pour les gens qui covoiturent, mais c'est très compliqué à mettre en place. On aurait besoin d'accompagnement sur ça. Du coup, la deuxième question, c'est votre chiffre en Pays de la Loire sur la rentabilité. 1 € investi, 12 centimes gagnés, c'est un gain sur quoi avec le covoiturage? J'ai pas bien compris. Et en fait, voilà, on s'est engagé sur une expérimentation sur 3 ans. C'est une expérimentation, donc on manque de recul par définition, mais qu'est-ce que ça va être à la fin? Qu'est-ce qu'on va faire de cette gratuité? Avec quoi coupler notre politique de covoiturage pour qu'elle fonctionne de manière pérenne et qu'elle soit efficace? On n'arrive pas à mesurer le coût de la tonne de CO2 économisée. Encore une fois, on est un petit territoire peu dense. Du coup, on a besoin de davantage d'accompagnement parce qu'en revanche, en termes de résidents, on a un territoire très très dense. Et pour finir, comme vous l'avez bien dit au début de la présentation, on a besoin de monter en compétences, de faire monter en compétences les élus, le territoire, les agents. Donc pour ça, on a besoin de ressources humaines. Et en fait, on en manque cruellement parce que c'est la même chose que pour l'animation. Si on fait monter en compétence les citoyens, donc on anime en fait la politique de covoiturage en apportant aux gens des informations claires sur pourquoi covoiturer, comment le faire, je pense que ça devrait fonctionner. Mais aujourd'hui, on n'a pas les... Dans quelle mesure France Mobilité peut nous accompagner dans vraiment ces moyens humains pour animer et faire monter en compétence le territoire, les citoyens, les agents et les élus sur ces questions. Merci beaucoup. Oui, alors il y a beaucoup de choses. Je suis désolé, j'ai pas je comprends la problématique, hein, et effectivement le fait de devoir aussi jouer sur l'autosolisme, hein, parce que effectivement incitatif c'est bien, mais il n'y a pas que ça.
J'ai pas la solution comme ça, franchement, je suis pas, pour être très franc, je suis pas un spécialiste du covoiturage. J'ai regardé un certain nombre de chiffres pour vous faire l'exposé là ce matin. Mais voilà, par contre, je sais qu'au CEREMA, il y a effectivement donc des personnes qui pourront vous aider. Je sais pas, je vois Honoré dans la salle, je sais pas si tu as toi des choses en tête que moi j'aurais pas. Mais voilà, enfin comme ça, en tout cas, j'ai pas. Faudrait regarder pas mal de choses et j'ai pas la réponse comme ça d'emblée, quoi. Ça devait être du gain de temps, hein, et principalement du gain de temps. Je pense qu'analyse socio-économique, quand on fait l'analyse socio-économique, on retrouve un certain nombre de paramètres. Et il y a probablement, je n'ai pas le détail du calcul, mais il y a certainement du gain de temps. Il y a effectivement aussi la dimension de la tonne du carbone, la pollution locale qui a pu être effectivement intégrée dans le calcul. Équipe. Moi, il y a un élément, alors ça va donner de l'eau à votre moulin, hein, parce que je pense qu'il y a des questions aussi qu'on n'a pas saisies aujourd'hui, mais qui sont intéressantes, sur le comportement. On a beaucoup insisté sur l'aspect techno, de voir ce qu'on pouvait faire, et de faire les meilleurs choix possibles. Mais c'est vrai que c'est pas pour complexifier l'analyse, mais on parle souvent du covoiturage, on parle souvent du télétravail. On dit voilà, des solutions qui vont dans le bon sens. Alors moi, je ne peux pas dire aujourd'hui, en l'état, c'est certain ou c'est pas certain. Il y a des éléments qui interrogent. On peut avoir des effets rebonds. Et c'est vrai que le Citral Mobilité, avec lesquels on est en discussion aujourd'hui à Lyon, ils ont fait une promotion assez forte du covoiturage. Jean-Baptiste Ray était là tout à l'heure. Et c'est vrai qu'il y a une question qu'on aimerait bien creuser un peu plus solidement qu'on ne le fait aujourd'hui. C'est est-ce que les gens qui covoiturent, on a des taux d'occupation qui augmentent, hein, on a vu tout à l'heure dans les enquêtes qu'ils étaient relativement faibles, mais ça permet d'accroître des taux d'occupation des véhicules qui s'améliorent, donc de baisser par individu les émissions qu'on peut avoir. Mais est-ce que la mobilité des covoitureurs ne se modifie pas? Et je pense notamment à des mobilités, sur des mobilités, on parlait tout à l'heure de mobilité contrainte, des mobilités de travail, où là peut-être qu'on a des évolutions qui interviennent, mais aussi la mobilité loisir. Qu'est-ce qui se passe sur le week-end, sur le fameux vendredi, samedi, dimanche? Voilà. Est-ce que ce qu'on réalise en termes de déplacement ou d'économie, sur des déplacements un peu réguliers, est-ce qu'on ne réinvestit pas ces gains sur d'autres dimensions de mobilité? Voilà. Alors il y a peut-être des travaux qui sont faits ici ou là. Fabien Laurent, je crois, a fait des travaux un peu autour de ces questions-là, sur ces questions d'effet rebond. Mais c'est vrai que ça mérite d'être creusé. Et pareil du côté du télétravail. Est-ce que le télétravail aujourd'hui, on nous dit c'est une très bonne idée, bien sûr ça va dans le bon sens en la matière. Là aujourd'hui, je dis le laboratoire, on a engagé justement que citez pas, pour essayer d'évaluer l'impact potentiel du télétravail en termes de bilan carbone complet. Et de se dire effectivement, est-ce que les gens qui restent chez eux, est-ce qu'ils ont un comportement de mobilité qui est le même que celui qu'ils avaient précédemment? Et on se rend compte par exemple que dans le choix modal, ceux qui faisaient du télétravail, ceux qui ne faisaient pas de télétravail, qui en font désormais, ils utilisent plus leur voiture que les transports collectifs précédemment. Bon. Ben, le bilan par individu déplacé, il n'est peut-être pas si favorable. Je ne dis pas qu'il est négatif, mais là aussi ça interroge et c'est pour ça que c'est intéressant. C'est pour ça que tout n'est pas finalisé et tout n'est pas effectivement déterminé aujourd'hui. Il y a encore ces questions-là qui se posent. La question des potentiels effets rebonds en la matière. Je terminerai un autre exemple sur ce qui s'est passé. On sort du champ des mobilités, mais l'Allemagne a beaucoup investi sur les rénovations énergétiques du bâtiment. Ça, c'est quand même assez extrêmement intéressant de voir qu'il y a eu énormément d'argent qui a été investi pour rénover des bâtiments, faire des économies justement sur les consommations énergétiques, réduire les émissions associées à ces dimensions-là. Et au final, on se rend compte que la température des logements a augmenté par rapport à ce qu'ils connaissaient précédemment. Voilà. Illustration d'un effet rebond qui n'est pas celui qu'on souhaitait au départ. Une situation où on dit eh ben, on va faire en sorte de bien isoler pour que les gens réduisent leur consommation, dépensent moins d'argent avec un effet prix, et on se rend compte que derrière, c'est pas ce qui s'est produit, on a augmenté les températures par rapport à ce qu'on connaissait précédemment. Voilà. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant, parce que ça nous pose la question justement de savoir si les leviers qu'on actionne, qu'ils soient des leviers comportementaux, ayant trait aux normes, ayant trait au prix, ou des leviers technologiques qu'on peut avoir, de substitution, de remplacement, est-ce qu'effectivement ils sont efficaces et est-ce qu'ils sont efficients? On peut avoir des options en amont, a priori, on peut aussi justement, et c'est tout l'objet de l'évaluation ex post, de se dire bah, qu'est-ce qu'il en est de ce point de vue-là. Voilà. Donc il y a encore des choix à investiguer, loin s'en faut, et notamment sur ce que je viens d'évoquer pour vous.
C'est des vraies questions. Après, on verra effectivement les niveaux d'élasticité qu'on peut avoir par rapport à une sensibilité sur des trajets contraints, une élasticité de la demande par rapport au prix, si effectivement on est contraint ou moins contraint, parce que ça peut dire. Mais ça serait des questions à creuser, tout à fait intéressantes. Mais je pense que là, on peut aussi vous accompagner sur votre territoire. En tout cas, France Mobilité, je ne suis pas le président du conseil scientifique, ni le président de France Mobilité dans son entier, mais je crois que c'est vraiment le rôle de France Mobilité d'appuyer aussi ces demandes-là, les territoires qui sont concernés. Tout à fait. Je ne suis pas le président non plus de France Mobilité, je m'occupe simplement de la coordination. Donc effectivement, France Mobilité, c'est un dispositif qui vous permet d'avoir un accompagnement et d'animer ces politiques publiques dans vos territoires au travers des cellules régionales d'appui France Mobilité, donc, qui sont composées du CEREMA, de l'ADEME, de la NCT, de la Banque des Territoires et de la DGITM, avec leurs délégations régionales, donc qui ont un rôle de guichet, d'accompagnateur et qui mettent en place des dispositifs d'animation pour la mise en œuvre de ces politiques publiques, en particulier le covoiturage et notre nouvelle mesure dans le cadre du Fonds vert sur le développement des mobilités durables dans les zones peu denses, dans les zones rurales. Oui, mais merci Clément, parce qu'effectivement j'allais le signaler pour essayer d'apporter effectivement de haut moulin par rapport à la dernière question qui vient d'être posée. Et puis je rajoute juste aussi une dernière chose, c'est que le CEREMA va lancer là, dans le tout prochain jour un programme bas carbone dont l'objectif effectivement est d'accompagner donc les territoires qui seront lauréats. Et c'est tout type de territoires, hein. C'est à la fois des territoires denses, territoires moins denses, etc., pour aller vers une bonne stratégie de décarbonation des mobilités. Et donc l'idée, c'est qu'on va accompagner effectivement les territoires dans l'identification des bons leviers d'action, et souvent c'est une combinaison de leviers d'action. Là effectivement je parle de convoiturage, mais sans doute quand on veut mettre en place une covoiturage, si on veut que ça marche vraiment, il faut aussi agir sur autre chose à côté. Donc c'est vraiment un bouquet de leviers qu'il faut actionner, mais qui ne sont pas forcément les mêmes d'un territoire à l'autre. Donc c'est identifier les bons leviers, c'est aider effectivement le territoire à se doter d'indicateurs de décarbonation pour s'assurer effectivement que les objectifs qui sont donnés par le SGPE donc, seront bien atteints à terme, et qu'on est bien, que la collectivité se met bien en tout cas sur la bonne trajectoire pour arriver effectivement à atteindre cet objectif, et effectivement permettre d'évaluer aussi donc les actions ensuite qui ont été mises en place pour rectifier le tir au besoin. Donc c'est aussi un autre dispositif dans lequel vous pouvez vous inscrire pour effectivement qu'on puisse approfondir cette question-là. Alors, du coup, moi j'avais une autre question, c'était plutôt lié à la gouvernance et notamment à la gestion un petit peu des deniers publics par rapport au millefeuille territorial. Tout à l'heure, on a dit également que, bon, il a été dit que l'échelle communale sur un certain nombre de territoires ne pouvait pas forcément être très pertinente. Et je voulais faire un petit peu le lien avec un webinaire qu'a fait le CEREMA la semaine dernière sur un petit peu l'état d'avancement de la loi LOM, ou en tout cas la maturité aujourd'hui, la relation entre les EPCI, les régions, et un petit peu voilà, différents exemples qui a eu lieu. Moi, je m'interrogeais sur justement, c'est quoi demain est-ce que la loi LOM doit pouvoir évoluer par rapport à ces problématiques de gouvernance et notamment liées à l'interterritorialité entre les différents bassins de vie, et est-ce qu'il faut alors dans ces cas-là gonfler le PCI et faire matcher les compétences des EPCI au bassin de mobilité? Ou est-ce que c'est une autre structure juridique, parce qu'on voit que l'émergence aujourd'hui de syndicats mixtes pour pouvoir faire de la coordination plus large que les EPCI. Donc du coup, voilà, c'est quoi demain? Est-ce que la loi LOM va évoluer dans ce sens-là pour avoir une meilleure efficience? On parlait tout à l'heure d'efficience et justement de gestion des biens publics. Bon. Pour avoir participé au diagnostic des assises de la mobilité et à l'élaboration de la LOM, je peux vous dire que Madame Borne, à l'époque, ministre des Transports, souhaitait vraiment faire une réforme territoriale. Mais on sortait des lois MAPTAM et NOTRe, et le ministre de l'Intérieur de l'époque n'a pas jugé opportun d'enclencher ce chantier. Mais vous l'avez très bien souligné. J'ai été élu local en communauté de communes dans le périurbain, donc je vois tout à fait ce que vous évoquez. Comme les communes ne sont pas à l'échelle pour la mobilité, l'aménagement, les sols, les déchets, l'eau, rien que ça, qu'est-ce qu'on fait? On a fait des EPCI, établissements publics de coopération intercommunaux, donc des communautés de communes, communautés d'agglos, etc.
Mais ces communautés ne sont pas à l'échelle pour la mobilité, parce qu'un bassin de vie, c'est une aire urbaine, en fait. C'est une aire urbaine. Ce terme a été dévoyé, mais c'est une aire urbaine. Elles ne sont pas à l'échelle sur la mobilité, ni sur l'aménagement, ni sur l'eau, ni sur l'économie. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des syndicats de communautés de communes. Vous voyez, clac, clac, on enclenche les couches. Donc vous avez 35 000 communes, je crois que vous avez 1200 intercos, et vous avez 9000 syndicats. Voilà. Tout ça est d'une complexité incroyable, ça génère des lieux de pouvoir, donc ça génère des lourdeurs dans les processus de décision, et comme ces gens-là ne sont pas élus au suffrage universel direct, ces enjeux-là, qui sont les enjeux les plus importants, ne sont jamais débattus dans les élections municipales. Donc le vrai sujet du millefeuille territorial en France, ce n'est pas le nombre de strates entre État, région, département, communes, puisque ça, tous les grands pays ont ça, c'est le nombre de communes. On est le dernier pays d'Europe à ne pas avoir fait notre réforme communale. Pourquoi? Parce qu'on a longtemps été un pays très agricole. Au sortir de la guerre, la population active de la France, c'était 40% dans l'agriculture. On a un siècle de retard sur le Royaume-Uni là-dessus. Donc maintenant, c'est plus du tout la même situation, mais vous voyez, on a quand même un discours, il faut redonner le pouvoir aux maires, etc., qui est complètement décalé de ce qu'il faudrait faire, en fait. Hein. Donc je n'ai pas de réponse à votre solution, mais il est clair que si on rajoutait encore un 4e étage ou un 5e étage au millefeuille, je ne suis pas sûr que ça simplifierait les choses. Il va falloir quand même qu'on remplace. Vous voyez. Donc il faut garder cet échelon de proximité. Comme disait Pompidou, le maire est à portée de baffe et c'est ce que les gens aiment bien. Voilà, vous cognez sur quelqu'un, ça fait. Voilà. Quand vous avez des problèmes, ça soulage. Je ne suis pas sûr que ça soit très utile, mais ça soulage. Par contre, la question de l'efficience, effectivement, à être à la bonne échelle, c'est une vraie question. Et l'existence de tous ces syndicats mixtes, etc., prouve qu'on n'est pas à l'échelle. Et donc, c'est vraiment là-dessus qu'on devrait vraiment travailler. Je terminerai parce qu'il est 1 heure, mais on voit que ça passionne. Par rapport aux effets rebonds, qui sont certains et souvent énoncés comme étant inévitables et incontrôlables. Et donc c'est ce qui justifierait d'avoir une régulation XXL pour faire des interdictions. Le prix, ça contre les effets rebonds. En Allemagne, comme Pierre-Yves l'a cité, après la guerre en Ukraine, avec l'explosion des prix du gaz en Allemagne, il y a eu une très forte baisse des émissions, tout simplement parce que les gens ont de nouveau baisser le thermostat. Sur Lyon, j'ai un périphérique, les 3 quarts est gratuit et il y en a un petit quart qui est payant, pas très élevé, mais payant. Bah, c'est le seul où dans le trafic routier est complètement stable depuis que ça existe. Voilà. Donc il faut peut-être réfléchir à ça. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut faire ça dans la justice, dans l'équité, mais il y a moyen d'avancer sur ces questions-là. En tout cas, il faut faire de la pédagogie. Merci beaucoup à tous.